Je sais que tu as payé 5000 balles pour un call de 1h30 avec Jordan Welch et quelques modules de formation. Est-ce que tu aurais quelques apprentissages à nous transmettre là? Ouais, carrément. Il m'a dit, mec, YouTube m'a tout apporté dans la vie, tu vois. Que ce soit l'argent, les contacts, toute sa carrière et tout, il doit tout à YouTube. Dans un premier temps, ne faites pas de short, c'est trop dangereux en fait. C'est trop binaire, ouais. 0 ou 1, tu peux à un moment ou un autre flinguer ta chaîne YouTube juste parce que t'as un short qui est parti un peu trop viral. J'ai essayé de me casser la tête à dire à tous mes potes d'enfance de se lancer. Ils se sont jamais lancés, donc aujourd'hui j'ai encore de l'énergie à donner aux gens, mais ce sera plus mes potes d'enfance, ce sera des personnes qui ont vraiment envie, quoi. Pour me forcer à poster, parce qu'au début j'avais du mal à être régulier sur YouTube, à poster beaucoup, je me disais ok, chaque vidéo YouTube que je poste, c'est concrètement un employé gratuit que j'obtiens qui travaille pour moi. Un conseil, tu vois, sur le business en général, il m'a dit ta réputation. Ne gâche jamais ta réputation. Si là t'as le droit à une seule vidéo YouTube pour faire 10 000 euros, sinon tu finis toute ta vie dans le salariat. Comment tu structures la vidéo, comment tu t'y prends? Il y a plein de choses qui viennent de me passer en tête. Hello à tous, aujourd'hui on accueille Paul Froment qui est tryhard YouTube depuis maintenant 4 ans et qui va nous partager ses outils, ses conseils, stratégies, etc. pour croître sur cette plateforme qui est indispensable pour les entrepreneurs aujourd'hui et créateurs de contenu. On va attaquer du coup directement avec un petit tu préfères des familles de 30 secondes et ensuite tu pourras te présenter, on va parler business, YouTube, anecdotes, etc. Polo, est-ce que t'es chaud? Let's go, je suis prêt. Merci pour l'invite. Et vas-y, hein, j'espère qu'il est pas trop hard ton tu préfères, mais. Avec plaisir. Ok, plutôt format vertical ou format horizontal? Et en plus, tu me prends au dépourvu sur le vertical, horizontal. Faut que je réfléchisse du truc. Non, horizontal. Magnifique. Andrew Tate ou Alexis Chance? Ou Andrew Tate, hein. T'es un lève-tôt ou un couche-tard? Couche tard. Multimillionnaire mais seul ou fauché mais entouré? Elles sont compliquées tes questions. Fauché, mais entouré, hein. Marketing ou vente? Marketing. 1 million d'abonnés touristes ou 5000 abonnés qualifiés? 5000 abonnés qualifiés. Et si c'était 1000 abonnés qualifiés, tu choisirais quoi? 1000. Ouais. C'est toujours plus intéressant. Tu préfères ta chaîne sur les montres ou ta chaîne sur la vape? Ma chaîne sur les montres maintenant. Antoine Blanco ou Mathis Clouet? Mathis Chloé. Gagner 100 000 euros. Ah, Ah, non, Mathis Chloé, je préfère. Mais force à tout ce qu'a pu faire Antoine Blanco. Et en vrai, si aujourd'hui il y a beaucoup de personnes dans cet univers de l'accompagnement, alors je suis pas en train de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais en tout cas je sais qu'il a ouvert la porte à beaucoup de personnes comme Yomi a pu le faire il y a quelques années au monde de l'entrepreneuriat. Donc quand même à souligner, il a eu des grosses stats. Je sais qu'on crache beaucoup sur lui, mais au fond, parce qu'il l'a pas volé, donc quand même très stylé. Mais Mathis Clouet quand même. ouais, 100%. Antoine, il se fait tellement trash, mais en vrai, quand même, respect à lui. Enfin, oui, sans permission, ça a aidé et tout, mais ouais, franchement, respect. Gagner 100 000 euros, mais personne ne te connaît, ou 0 euros, mais t'as fait 1 milliard de vues. Bah, 100 000 euros. Bah, il y en a, la notoriété, ça peut amener Ok. à d'autres ports, tu vois, à plus que 100 000 euros, selon comment. Mais ok, ouais, Ah, ouais, ok, c'est ça le d'accord. dilemme. Ok, d'accord. Je capte. Toujours 100 000 du coup. Ouais, après, si c'est un milliard de vues qualifiées, je veux dire que les 100 000, tu les as fait. Ok, non. Bah, ça dépend, tu vois, en short, etc. Je sais pas. C'est vraiment dur comme question. Ça dépend de tellement de facteurs. Mais à l'instant T, 100 000 euros, mec, je me dis, tu peux faire T'achètes un des truc clippers. stylé. Pardon? T'achètes des clippers pour faire 1 milliard de vues. Ouais, voilà, tu fais des. En soi, un milliard de vues, tu vois, ça se fait, mais à voir. Enfin, en contenu long, force, mais en contenu court, Ouais. ça se fait. Je me dis, avec 1 milliard de vues, tu peux peut-être faire plus que 100 000 euros. Ça dépend des vues, mais à voir. Ouais, 100%, 100%. 1 Après, milliard, c'est énorme. ça dépend de la durée, en fait. En soi, tu vois, la chaîne de Vap, elle comptabilise quasiment 1 milliard. On a 800 millions ou bientôt 900 millions, un truc comme ça. Ouais, j'ai fait plus de 100 000 euros avec. Mais c'est sur une grande durée, tu vois. T'as ta réponse, hein, pour moi. Un C'est vrai. milliard de vues, du coup. Si t'as fait plus de 100K. Bon. Ouais. Mais c'est étalé sur longtemps, tu vois. Je me dis, ça dépend. Ça dépend. Parce que les 100K, peut-être, tu peux les faire fructifier plus rapidement que mettre des années à faire 1 milliard de vues, tu vois. Et tu préfères réussir jeune et perdre tout à 40 ans ou ne rien avoir avant 40 ans, mais ensuite exploser?
Je pense réussir jeune et plus rien avoir à 40 ans parce que tu auras quand même toutes les connaissances que tu as eues pour réussir. Donc je me dis, limite une bonne claque, tu vois, à la quarantaine, tu croyais que c'était acquis, tu croyais que tout ce qui était matériel, c'était peut-être le plus important. Non, reconnecte-toi vraiment à ton essence humaine. Et si tu le sens, relance un truc, recharbonne. Tu vois, ta vie, elle est pas finie à 40 ans. Reprends-toi en main. Je préfère ça, tu vois, plutôt que d'être dans le flou jusqu'à 40 ans et m'y mettre après. Enfin, en tout cas, je me dis, je me ferais chier jusqu'à mes 40 ans si je suis pas dans cette phase d'évolution. Après, ça dépend. Ça dépend ce que tu entends par réussir aussi. C'est le but du tu préfères. Ouais, Ouais, non, c'est un enfer. C'est un enfer. je suis corsé. Non, mais je pense que, enfin, ouais, si c'est 40 ans, du coup, ok, t'as les connaissances et tout, mais admettons, à 40 ans, t'as plus d'opportunités de croissance. Enfin, en mode, soit tu réussis jusqu'à tes 40 ans et après t'es SDF, soit t'es Ah, SDF jusqu'à 40 ans et après tu décolles, tu vois. ouais, bah, l'inverse alors. SDF jusqu'à 40 ans. Parce que, en soi, jusqu'à tes 20 piges, bah, c'est pas le truc le plus intéressant. Donc après, ça veut dire il te reste que 20 ans. Alors qu'à partir de 40 ans, ça se trouve, tu meurs à 80. Je sais pas si tu vois ma réflexion. Ouais, bien sûr. Et en plus de ça, à partir de 40, bah, le choix de vie de chacun, mais moi j'aimerais bien avoir une femme, des enfants, des choses comme ça. Donc je me dis pour le, le taux de plaisir que tu peux avoir à partir de 40 ans, bah tu sais quoi, je préfère dormir sur le paillasson jusqu'à mes 40 piges quoi. Ok. Mais moi, l'argument que j'avais par rapport à ça, enfin, entre 20 et 40 ans, ok, c'est 20 ans et 40 à 80, c'est 40 ans, mais ton énergie et la personne que t'es entre 20 et 40 ans, c'est la plus haute de toute ta vie, tu vois. Donc c'est aussi Ouais, dans ces années-là que tu fais le plus de trucs et tu veux kiffer ta vie. ouais, Mais ouais, je ouais. comprends j'aime bien l'argument de la famille et tout, quoi. Magnifique. Paul, bienvenue sur ce podcast Entre créateurs qui est destiné aux infopreneurs qui créent du contenu sur les réseaux. Aujourd'hui, on est avec toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, carrément. Bah, du coup, je préfère réussir à partir de 40 ans, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui j'ai quand même envie, enfin que j'ai pas quand même envie de réussir. Donc moi, c'est Paul Fromont. Ça fait 6-7 ans, un truc comme ça, que je suis dans la création de contenu. Commencer par le contenu court, switch ensuite sur du contenu long, en allant rechercher un petit peu ce qui marche, plusieurs chaînes YouTube. Donc, je suis passé par la vape, c'est bizarre, c'est le cas, mais c'est comme ça. Je suis passé par l'horlogerie et maintenant, bah, je parle de YouTube pour aider tout simplement les entrepreneurs à développer leur chaîne YouTube. Parce que c'est trop puissant, parce que c'est incroyable. Et donc, ouais, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, création de contenu, de YouTube, etc. Pourquoi pas un petit peu de business. Donc, voilà. Présentation. J'ai 23 ans, si jamais ça intéresse. Et t'es dans quelle région là? T'es en France? Ouais, ouais, là j'habite à Strasbourg actuellement. C'est l'endroit où j'avais fait mes études. Pour le moment, je suis resté. Donc je suis Oh, resté dans bien. le même appart et tout. On n'est pas si loin, je suis en Suisse moi. Ouais, on n'est pas si loin, hein. Je viens souvent à Annecy en plus. J'ai pour projet de venir un petit peu là-bas. Sympa. Donc, pourra se voir. Pour l'anecdote, avec Paul, il y a à peine une semaine, on se connaissait pas, on s'était jamais parlé. Et j'ai vu ton profil, je sais plus, je crois sur ta nouvelle chaîne YouTube et tout. Mhm. Et je t'ai contacté directement sur Insta en te proposant trois idées d'un coup, au culot. Premièrement, de faire un podcast, vu qu'en fait, j'ai vu que tu étais expert YouTube, moi expert Instagram. Je me suis dit, fusion parfaite. Grave. Les deux sont ultra importants aujourd'hui et tout dans l'entrepreneuriat. Donc, Mhm. premièrement, je me suis dit, podcast, ça va être intéressant. Deuxièmement, faire une sorte de fusion dans les accompagnements. C'est-à-dire que, ouais, justement, tu as une offre YouTube, moi Instagram. Donc, sachez que Paul va faire une masterclass YouTube pour les élèves de mon accompagnement. Et moi, sûrement, on va en discuter, mais normalement, je risque de faire aussi une masterclass Instagram pour ses élèves. Donc, c'est très compatible. Et troisièmement, je t'ai proposé aussi de faire quelques interventions plus tard pour les élèves de mon accompagnement aussi en live de groupe. Et ce boss a accepté mes trois propositions. Full kilo, on se connaissait pas. Et donc on voit que Paul est sincèrement missionné à accompagner les gens sur YouTube. Donc, Mhm. merci déjà Paul pour ça. Ouais, bah, avec plaisir. Mais enfin, pour moi, il faut accepter toutes les choses. Faut surtout dans des trucs, dans des domaines un petit peu comme par exemple YouTube, tu vois, qui sont trop démonisé, je sais pas si ça se dit, trop mal vu en tout cas enfin pas mal vu par les entrepreneurs, mais
ils ont trop peur, ou en tout cas trop méconnus, c'est peut-être le mot que je cherchais. Donc ouais, franchement, si juste je peux venir parler, prendre 1 heure de mon temps, ou 2 heures, ou 3 heures, et juste pouvoir débloquer certaines personnes, moi YouTube, ça a tellement changé de choses dans ma vie, même en tant que créateur de contenu, pas forcément entrepreneur, ça a tellement changé de choses, c'est tellement un outil puissant qu'aujourd'hui, bah, j'ai essayé de me casser la tête à dire à tous mes potes d'enfance de se lancer, de se lancer, de se lancer. Ils se sont jamais lancés, donc aujourd'hui j'ai encore de l'énergie, tu vois, à donner aux gens, mais ce sera plus mes potes d'enfance, ce sera des personnes qui ont vraiment envie, quoi. Ouais. Non, mais je pense que YouTube, c'est un potentiel de malade, mais il y a beaucoup, effectivement, de barrières à l'entrée. Les gens ont peur. Certains ont même juste peur de montrer leur tête sur les réseaux. Donc, imagine sur YouTube. D'autres ont peur de pas être à l'aise devant la caméra, de pas bien s'exprimer, ou juste, des fois, c'est des barrières techniques. Ils savent pas comment créer leur chaîne, ou ils savent pas comment publier leur première vidéo, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de barrières, mais c'est ce qui fait aussi que ceux qui arrivent à dépasser, entre guillemets, ces barrières ont des résultats de fou sur YouTube. Aujourd'hui, tu fais du contenu ciblé. Enfin, on va en parler aussi plus en détail, mais tu le sais très bien, les chaînes YouTube business qui sont bien ciblées pour l'avatar, etc., c'est juste magique. En quelques vidéos, tu fais des milliers d'euros. Donc, enfin, magique, je veux pas paraître vendeur de rêve, mais concrètement, c'est vraiment puissant, quoi. Non, c'est vrai, les barrières à l'entrée elles sont un peu plus conséquentes, voire beaucoup plus conséquentes. Ah, ça dépend. Ouais, c'est quand même beaucoup plus conséquente que du Insta. Et, euh, et la barrière à l'entrée que je trouve la plus importante, c'est simplement en termes de compétences. Tu vois, sur Insta, tu peux faire semblant de connaître par cœur ton sujet en 30 secondes, 1 minute. Mais quand tu es 10-20 minutes devant une vidéo, enfin devant une caméra, c'est un peu plus compliqué. Et je pense que celle-là, en vrai, c'est la plus importante. Lorsque tu choisis de te former, etc. J'ai fait une story d'ailleurs sur cet exemple. Tu vois. Pense à la dernière fois où tu as acheté du high ticket. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai acheté du high ticket, j'ai consommé du contenu long de cette personne. Il n'y a pas une fois, personnellement, où j'ai acheté du high ticket et j'ai pas consommé de contenu long. Tu vois. J'ai jamais acheté du high ticket de par une ads que j'ai vue sur Insta. Je dis pas que ça marche pas, mais moi, c'est pas mon mode de consommation. Donc, c'est pas ce que je vais mettre en place. Tu vois. Et souvent, pour rebondir là-dessus, un parallèle intéressant que je fais, c'est, je trouve vraiment que les personnes, avant d'acheter chez toi, c'est une question de nombre de temps qu'elles ont passé avec toi. Et Ouais. sur Instagram, pour que la personne, elle passe 1 heure avec toi, faut genre 720 vidéos de 5 secondes. Vu qu'Instagram, c'est souvent des petites vidéos de 5 secondes, ou des fois il y a du fast cam, ok, 30 secondes, mais même 30 secondes, ça ferait 120 vidéos, je crois, pour qu'il passe 1 heure. Et sur YouTube, donc c'est énorme, 120 vidéos ou 720 vidéos sur Insta. Moi, ça fait 2 ans que je suis dessus, je poste quasi tous les jours. Je suis à 450. Alors que sur YouTube, pour que la personne passe 1 heure avec toi, c'est 3 vidéos de 20 minutes. Ouais, c'est ça. Hein. C'est juste, c'est un accélérateur de fidélisation. Ouais, c'est trop bien. Enfin, allez sur YouTube, les gars. Petite motivation déjà pour ceux qui nous écoutent et qui sont pas encore dessus. Et maintenant pour ceux qui sont déjà dessus et qui veulent aller plus en profondeur, on va avoir des choses intéressantes. Notamment, comme tu le sais, Paul, on est dans une génération où il faut constamment hooker les gens, ouvrir des open loops. Alors je l'annonce, je sais que tu as payé 5000 balles pour un call de 1 heure et demie avec Jordan Welch et quelques modules de formation. Jordan Welch, du coup, qui est un grand YouTuber, pour ceux qui connaissent pas, américain, dans l'e-commerce, l'infoprenariat, etc. Maintenant, il fait des grosses offres, non, de coaching à 30, 50K, c'est ça? Ouais, c'est ça. En gros, il est toujours dans l'e-commerce avec la nouvelle big idea de l'e-commerce, donc le commerce grâce à l'IA. Ouais, en parallèle, il accompagne des personnes. Alors c'est marrant hein, parce que j'ai vraiment, je vais pas tout dévoiler, mais on y reviendra après Open Loop. Mais ouais, en gros, il a son offre YouTube et offre e-commerce à côté toujours. Hein. C'est ce C'est qui ça. l'a fait connaître et il continue là-dessus. Bah, je te prends en otage du coup, mais plus tard dans ce podcast, tu vas nous révéler tes apprentissages de cet appel, le funnel qu'il utilise pour faire des centaines de milliers de dollars tous les mois sur Ouais. YouTube. Et en attendant, on va parler un peu de YouTube. Donc, pourquoi, Paul, en quelques mots, un infopreneur? Bon, on l'a déjà dit un petit peu, mais pourquoi est-ce que c'est indispensable aujourd'hui de se lancer sur YouTube si on veut faire du cash? Et quel type de format on devrait faire? Alors, c'est indispensable de se lancer sur YouTube, tout simplement en termes de nurturing, de confiance, de proximité, de nombre d'heures que les gens vont passer avec toi. Mais il y a plusieurs visions là-dessus. Moi, pour un entrepreneur, je ne conseillerais pas de faire que du YouTube non plus. Sinon, il va falloir s'accrocher.
Donc c'est important de rentrer YouTube dans son écosystème de contenu, d'envoyer des personnes, et ça va être utile dans plein de cas. De te faire découvrir en SEO parce que la personne, admettons, je sais pas, tu résous un problème pour une certaine personne, comment faire tel cut en montage vidéo, t'es monteur vidéo, tu vends un programme sur le montage vidéo, tu fais une vidéo, comment faire tel cut, juste la personne, lorsqu'elle sait pas faire son truc, elle est devant son logiciel, elle tape sur YouTube, elle va tomber sur ta vidéo, tu peux l'envoyer en setting quand quelqu'un te demande comment tu fais ça, tu l'envoies, tu peux l'envoyer avant des appels, tu peux faire des masterclass, tu peux faire des podcasts. En fait, il y a tellement de choses et c'est surtout de construire quelque chose sur le long terme. C'est vraiment cet aspect contenu court, c'est le journal, c'est les news que tu vas lire tous les jours, mais tu reviendras pas le lendemain, à part s'il y a ta tête dedans, mais tu reviendras pas le lendemain, alors que un livre, écoute, tu l'as lu, tu vas le donner à ton père, à ton frère, à ta sœur, tu vas le mettre dans la bibliothèque. Énormément de gens vont le voir. C'est vraiment un asset de valeur, un peu d'où le terme value asset de Mathis Clouet. Mais ouais, vraiment poser des pièces de contenu qui vont te servir pendant des années et des années. Bon, on va pas abuser. Il y a quand même des cycles qui se font. Tu vois, au bout de 2-3 ans. Tu vas plus trop vendre avec certaines vidéos, mais ouais, ça dépend. En général, les vidéos que toi et moi on peut poster comme ça au quotidien, toute exception gardée, c'est pas censé fonctionner 10 piges non plus. Mais oui, tu as des exemples de trucs qui sont encore devenus, qui sont encore des masterclass aujourd'hui. Je pense à Tai Lopez avec sa VSL qui avait explosé YouTube il y a genre 10 ans, un truc comme ça. Donc ouais. Mettez des livres dans cette bibliothèque. Si tu veux encore une autre comparaison, achetez des biens immobiliers. C'est la même chose. Tu poses tes biens, ouais, tu es en train de te construire un patrimoine immobilier digital, un truc comme ça, en postant des vidéos YouTube. Et si tu regardes aujourd'hui, toutes les personnes connues, en tout cas, dans l'infoprenariat, qui ont le plus de succès, ils n'ont pas 14-7 heures sur leur compte. Alors peut-être qu'ils en ont mis au fur et à mesure, mais ils ont principalement une chaîne YouTube qui va ramener des leads, que ce soit via Insta, via des mails, via des calls directement, via des canaux WhatsApp, plein de choses. Mais la base d'un entrepreneur qui tient bien sur le long terme, qui a une réelle connexion avec son audience, ça reste quand même YouTube. Mes vidéos YouTube, je les appelle mes employés gratuits, moi. Parce qu'en fait, pour me forcer à poster, parce qu'au début j'avais du mal à être régulier sur YouTube, à poster beaucoup, je me disais, ok, chaque vidéo YouTube que je poste, c'est concrètement un employé gratuit que j'obtiens qui travaille pour moi. Ouais, Et il y a ce truc de, comme tu dis, c'est comme une bibliothèque qui reste là au long terme et tout, parce que les gens, ils peuvent découvrir ta chaîne YouTube 2 ans après que tu l'aies lancée, que tu aies publié tes vidéos et tout, mais ils vont commencer à voir plein de vidéos YouTube, et en quelques heures tout seuls de leur côté chez eux, ils vont être méga fidélisés par ce que tu proposes, alors que toi, t'as rien fait depuis, enfin, t'as vraiment juste créé un employé gratuit à l'instant T, et moi, je les vois comme des petits personnages qui bossent pour moi, et ça, c'est c'est trop fort. 100% ça. C'est une sales team, mais comme ça, qui tourne 24/7 et qui te ramène du monde. Et c'est vrai, c'est tellement agréable en plus quand. En tant que consommateur, ça m'est déjà arrivé de tomber sur une chaîne, mais tu vois, c'est exceptionnel. Et je me tape genre 15 vidéos d'un coup, tu vois. Ça, c'est Ouais. trop bien pour le créateur qui est en face en soi. Tu sais que c'est terrifiant, là, j'ai toutes les chaînes business qui sont lancées, il y a tellement de vidéos ultra intéressantes et tout. C'est que des formations gratuites sur YouTube. J'ai, sur mon ordi, il y a un bureau avec genre 45 vidéos YouTube que je dois regarder, qui sont Ouais. en attente, tellement qu'elles ont toutes l'air intéressantes, mais il faut juste Petit pas se tips, perdre dans le piège. petit tips gratuit, si tu veux. Comme moi je fais quand je suis face à ce type de problématique, c'est tout simplement de prendre le transcript des vidéos et de foutre ça dans l'IA et de retirer la valeur que je peux retirer. Mais c'est vrai qu'en mangeant mon plat de pâtes, j'aime bien quand même regarder une petite vidéo. Donc, Ouais, c'est ça. Et souvent, t'intègres mieux quand tu regardes la vidéo en entier, mais ouais, ouais, j'y ça j'y peut sens prendre mieux. du temps. Si là, je suis un infopreneur, Paul, je viens vers toi, je vais lancer ma chaîne YouTube. Quelles Mhm. doivent être mes 5 premières vidéos si je veux faire un max de cash? Ça dépend de ton offre, mec. Qu'est-ce que tu vends? Admettons, on va faire classique, je vends de la perte de poids. Tu vends de la perte de poids? Ok. Le truc où je suis le moins calé du tout. Ouais. Non, mais ça Ou va quoi être de résoudre, tu veux. ça va être pour vraiment te différencier, tu vois, ça va être de résoudre des problèmes que la personne a, donc là je vous apprends rien, mais de switch, parce qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui ont fait, ok, comment perdre X kilos, comment perdre le gras du ventre, etc. Mais là, ce qui va être intéressant pour vraiment se démarquer, c'est justement d'arriver avec un gap, donc ouais, un gap, tout simplement.
Donc, dans la niche de la perte de poids, ça pourrait être un gap d'âge. Donc, ok, la masse, tu vois, aujourd'hui, la plupart des coachs sportifs, ils vont s'adresser, mine de rien, malgré ce qu'ils peuvent dire, à des personnes entre 20 et 35, 40 ans. Ok, pourquoi pas arriver avec un gap encore plus élevé? Et oui, si vous posez la question, des gens de 60 ans regardent YouTube. On est plus en 2015, les gens de plus de 60 ans regardent YouTube, donc c'est pertinent. Tu peux arriver avec un gap d'âge, un gap de process, parce que toi tu vas donner plus de process. Donc par exemple Charlie Morgan a utilisé un gap de process. Si je dois parler de gap d'âge pour te donner une ref entrepreneuriale, Iman Gadzhi a apporté un gap d'âge puisque les entrepreneurs avant parlaient plus souvent à des personnes plus âgées. Iman Gadzhi lui est arrivé, a décidé de parler à des personnes moins âgées. Un gap de sujet tu vas pouvoir utiliser dans tes 5 premières idées de vidéo. Donc peut-être que tu vas mixer le sport avec quelque chose d'autre. Et la technique ultime, c'est que je peux pas te dire aujourd'hui, je pourrais te dire, ok, là maintenant, tu vas faire ces 5 vidéos, ça va marcher. Mais si une personne nous écoute dans 1 an, ce sera plus pareil. Parce que tu as quand même des changements. Mais mon conseil à moi, pour ne pas aller forcément taper de la viralité, etc. dès le début, c'est simplement, tu prends une feuille, un stylo, tu poses des questions à tes clients que tu as déjà, tu discutes avec des gens sur Instagram, tu leur demandes c'est quoi. Ça paraît bateau à chaque fois, hein, ça m'énerve de répéter ça, j'aimerais bien vous dire la nouvelle technique magique, je sais pas quoi, mais c'est vraiment ça, c'est juste répondre aux questionnements principaux en fait. Quand quelqu'un te pose une question en DM, tu dis ah bah attends, je te fais une vidéo, mais tu lui fais pas une vidéo à lui, tu lui fais une vidéo en global et ensuite tu la postes sur YouTube aussi. Et tu l'envoies à lui et parce que d'autres personnes auront ce problème. C'est exactement comme ça que Mathis Clouet a lancé ses Value Assets. C'est à force de faire des looms pour répondre à des problématiques dans le but d'aller closer la personne, bah, au final il s'est dit ah ouais, non, ces looms, je pourrais pas les poster sur YouTube pour que ça touche directement plus de personnes. Donc ne vous prenez pas la tête, surtout sur les 5 premières vidéos. Si c'est les 5 premières de votre chaîne, juste faites-le, on analysera, on optimisera après. Mais ça sert à rien d'arriver directement et de se dire ok, je vais faire un braquage dès la première vidéo. Ça n'arrive pas ou quasiment jamais pour des personnes qui débutent de zéro, qui n'ont jamais fait de vidéo sur YouTube, qui n'ont pas une expérience incroyable, une production incroyable. Les 5 premières vidéos, elles vont pas marcher. Donc autant faire quelque chose de réellement utile et de commencer un petit peu à comprendre ce process de création de contenu et d'essayer de comprendre un petit peu vraiment comment parler aux personnes qui sont potentiellement intéressées par l'offre qu'on a, quoi. Donc je suis désolé, mais pas de Non, bah, si c'est tes conseils, c'est pertinent. C'est en 2 mots, du coup, des axes de différenciation, ce que tu entends par les gaps, et puis appuyer sur les points de douleur de l'avatar, quoi. Ouais, très très bateau, mais c'est complètement ça. C'est même pas appuyer sur les points de douleur, c'est résoudre. Ouais, c'est ça. C'est résoudre des problèmes qu'il a actuellement. Encore l'exemple du montage vidéo. Je sais pas comment exporter ma vidéo pour qu'elle fasse pas 250 gigas. Ok, bah comment j'exporte ma vidéo en la compressant, quoi. Des trucs bateaux, tu vois, qui peuvent arriver. Comment faire un éclairage YouTube, par exemple, tu vois, c'est des choses, des questions que les gens se posent. Et effectivement, c'est intéressant. Il n'y a pas forcément besoin de d'avoir une vidéo qui marche, entre guillemets, en termes de visibilité au début. Si tu arrives à avoir tes premiers abonnés qui sont ultra qualifiés, tu résous tes problèmes douloureux, et puis que derrière, encore mieux, je dirais, si tu arrives à les convaincre de ta big idea, de ta méthode unique, de ton mécanisme, là, ça peut être très fort en quelques vidéos déjà. Mais c'est vrai qu'après, je pense rajouter un peu de volume. Ouais. Et après, je suis pas partisan non plus de la full valeur. Ouais. Ça marche parce que ça marche pour certaines personnes. Encore une fois, hein, je prends beaucoup l'exemple de Mathis Louet, mais c'est ce dont on parle. C'est un exemple de réussite un petit peu en termes de conversion, etc., de chiffres que tout le monde connaît. Donc je prends cet exemple. Mais il a quand même du contenu mass market sur sa chaîne YouTube, pas énormément. Mais juste un podcast avec Oussama Ammar, c'est mass market. C'est quelque chose qui va ramener énormément de trafic sur sa chaîne YouTube. Un voyage en jet, c'est mass market. Un vlog avec Hormozy, c'est mass market. Je crois que j'ai cité à peu près tout le mass market qu'il a pu faire. Mais il y a quand même du mass market à un moment ou un autre. Mass market ne veut pas dire hello les gars, on va tester 3 nouveaux bonbons colorés. Non, ça veut pas dire ça. Mais ça veut dire toucher un petit peu plus large. Et je pense que c'est intéressant de le faire. Je suis même sûr que c'est intéressant de le faire
pour quand même mettre un coup de boost, pour aller taper un peu plus large et garder des personnes. C'est un peu, je crois, il y a cette image de tu jettes un plat de spaghettis au mur et tu vois ce qui colle et ensuite tu reprends ce qui colle et tu le refais, quoi. C'est un peu ça. Donc tester plein de choses, mais envoyer un petit peu de mass market et apporter un petit peu de branding quand même. Par branding, j'entends un petit peu de storytelling sur ce que vous avez fait, des choses comme ça. Pourquoi pas faire une vidéo ressentie sur ce que tu ressens actuellement, des choses comme ça, des choses un petit peu plus connexion. Est-ce que tu as un ratio à proposer entre contenu axé plus viralité YouTube et contenu axé plus fidélisation valeur et tout? Ouais, 80-20. 80% pas de viralité, de valeur et 20% et encore viralité, je dirais plus mass market, pas viralité. Viralité, ça va partir en dehors des clous de ok, ce persona. Mass market, c'est plus ok, ça va toucher un peu plus large dans ce persona. Donc peut-être des gens qui sont un peu moins avancés, qui vont consommer mon contenu et peut-être dans 6 mois, 1 an, seront arrivés à un stade où ils pourront. Peut-être des gens qui ne viendront jamais, mais en tout cas qui sont un petit peu dans cet univers quand même, qui vont partager leurs vidéos à leurs potes parce qu'ils savent que leur pote est dans tel et tel domaine et que ça va pouvoir les intéresser. C'est toujours intéressant d'aller viser un petit peu plus large quand même, plutôt que d'être full précis, parce que dans tous les cas, c'est trop dur d'arriver et de dire ok, je vais taper exactement là avec exactement ce point de valeur à chaque fois. C'est comme si tu faisais du tir à la AK-47, tu vas jamais être sûr à 100% de viser dans le 1000. Donc autant de temps en temps tu prends un fusil à pompe, tu tires comme ça, tu vises un peu plus large, tu vois, t'as plus d'impact. Et ensuite tu vois quel impact a rapporté le plus. C'est un peu comme si tu cherchais une mine d'or, tu vois. Quelle mine d'or, quel filon a la plus de capacité à t'apporter de l'or. Et ensuite t'envoies, quoi. Il bombarde les métaphores là, Paul. Ah oui, Ça va nous rester en tête. Magnifique. Fusil à pompe, spaghetti, mine d'or et tout. Ouais. Ah, je vais m'en rappeler, c'est cool. C'est l'objectif. Si là, tu as le droit à une seule vidéo YouTube pour faire 10 000 euros, sinon tu finis toute ta vie dans le salariat. Comment tu structures la vidéo? Comment tu t'y prends? Il y a plein de choses qui viennent de me passer en tête, notamment le fait que plus tu vas, en général c'est un truc bien connu par les gens, plus tu vas préparer ta vidéo, moins elle va marcher, tu sais. Enfin, plus tu vas mettre Ouais, c'est vrai. d'attente dessus. Ce que je ferais, c'est tout simplement une VSL, enfin ce que j'appelle une YouTube VSL. Donc une vidéo où je t'envoie full valeur et je t'explique par A plus B pourquoi ma méthode c'est la meilleure, mais sans te dire ma méthode c'est la meilleure, juste en te démontrant que les autres elles sont moins bien. Un peu à la Iman, tu vois. À la Iman, sa vidéo. Flywheel là? Ouais, exact, tu vois. Ouais. Genre pendant toute la vidéo, juste il résout un problème, donc ok, tu veux faire de l'argent en ligne, il te donne X solutions, il te parle de toutes les solutions en disant ok, celui-là il est un peu mieux pour ça, avantage, inconvénient, avantage, inconvénient. Évidemment, à la fin, ok, la méthode là, oh bizarre, celle-là elle a que des avantages, ouais, il va peut-être te glisser un inconvénient pour que ce soit un peu plus réaliste, mais sinon que des avantages, et en plus il va, le point le plus important, te montrer que c'est réalisable pour toi aussi, et après il vend. Donc je pense que ce serait ce type de vidéo, si je dois en faire qu'une, mais ça m'ennuierait de faire qu'une vidéo. Ouais, c'est défi, mais ouais, et à la fin, il rajoute de l'urgence, il met une promo, un truc. Bon, lui, c'était vraiment une formation, et il l'a vendu comme ça, c'est abusé. Sa Flywheel VSL, il avait fait presque 10 millions de vues, il a fait Ouais. 20 millions avec, Ouais. et il a reçu 250 000 balles de YouTube Money en plus. Donc, il a Ouais. été payé pour faire un méga cash price, enfin, Ouais. un méga Ah, coup. c'est ça. Et je sais pas si t'avais été dans son live, moi j'avais payé pour aller à son événement là où il mettait les feedbacks, en fait, les coulisses derrière pardon, sa VSL. Ouais. Et du coup j'ai accès à la vidéo qui avait été supprimée en non répertorié là. Ouais. Tu l'as aussi, mais ouais, je me dis si j'ai le droit à une seule vidéo YouTube pour faire 10 000 euros, je pense que je m'inspire beaucoup de celle-là. Ouais. Ouais, pareil. Les autres, les réels. Parce que tu sais que celle-là, elle va être là, ça va être ton closer, ton setter, ça va être tout. Et après, tu fais en sorte, vu que tu n'as plus le droit de toucher YouTube, tu fais en sorte de sur les autres réseaux, juste bombarder, ramener un maximum de personnes là-dessus. Mais qu'est-ce que ça doit être frustrant si t'as pas le droit de reposter après? Non, c'est chiant. C'est horrible et tu préfères que tu me donnes aujourd'hui. Je te mets en galère, moi, je fais pas. Ouais, vraiment. Je sors du lot dans le podcast. Mais ouais, clairement, ce serait ce type de vidéo. Magnifique. Si, enfin, on sait tous que sur Insta,
reprendre ce qui marche, c'est un peu un cheat code pour partir viral. Est-ce que YouTube, tu le ferais aussi un peu ou est-ce qu'il faut le refaire à ta sauce? Selon toi, est-ce qu'il faut refaire ce qui a marché sur YouTube si on veut faire un contenu un peu plus mass market? Ouais, Ouais, ouais. Faut pas refaire de A à Z, hein, exactement. Enfin, sur Insta, tu peux refaire de A à Z et ça peut marcher de temps en temps, mais si tu te fais griller, tu perds complètement en crédibilité et tout, donc moyen aussi. Mais sur YouTube, ouais, il faut le faire. Mais au-delà de juste copier une vidéo, c'est prendre du recul et te dire quels sont les éléments qui ont fait que cette vidéo elle marche ou quelle est la tendance actuelle. Tu vois, si tu étais un vlogueur, entrepreneur, que tu vois Daniel Dalen exploser avec les pauvres et que tu fais pas juste la structure de ta vidéo ou ton titre POV avec une miniature POV, bah t'es passé à côté de beaucoup de hype. Donc c'est plus dans ce sens-là. Reprendre, ok, quel concept, quel format vont marcher et ensuite si tu vas être plus précis, ok, cette semaine, quelles vidéos sont apparues dans mon feed, quelles formations de titres sont apparues dans mon feed, ok, intéressant. Comment je peux reprendre ça? ok, donc tu reprendrais plus des structures ou des idées plus Ouais. globales plutôt que copier-coller un titre qui a déjà marché, par Ah, tu peux exemple. copier, non, tu peux copier-coller un titre qui a déjà marché si tu copies pas la miniature avec, quoi. Si tu fais vraiment genre le même titre et la même miniature, non, c'est chaud. Mais par contre, ouais, tu peux copier-coller un titre qui a déjà marché. Euh, Encore une fois, copier-coller, si c'est dans la même niche que toi, c'est vrai que ça peut être, il faut quand même une mini différence, mais en soi, non, ouais, je vois pas trop de problème à copier-coller un titre qui a déjà marché. Je sais pas, là, j'avais plus l'exemple en tête de, je sais pas, comment, du- demain, je vois une vidéo. L'algorithme a changé, comment percer sur Insta. Je vois qu'elle a hyper bien marché. Je me dis, ah, je peux peut-être faire la même chose, mais en remplaçant Insta par YouTube, tu vois. Donc juste des petits changements comme ça. Ouais, ok. Mais copier des titres, il n'y a aucun souci. Surtout si vous savez pas trop comment écrire des titres, ben, tu recherches des outliers et, euh, et ça te permet de pas te tirer une balle dans le pied en écrivant des titres complètement nuls, quoi, parce que tu as des preuves que ça a déjà marché. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est. Il y en a qui ont de la friction à copier-coller, mais c'est tellement le jeu aujourd'hui, que ce soit sur, en tout cas sur Mm. Instagram, moi je sais que c'est vraiment, enfin, copier-coller une accroche qui a cartonné aux US et tout, Ah ouais. c'est juste trop fort. Mais je sais pas si sur YouTube il y a un peu ce côté vraiment plus différenciant et pas forcément reprendre tel quel et peut-être plus reprendre des structures globalement. Mais ouais, je me demandais. Tu peux copier un hook en soi, tu peux copier un hook. Évidemment, tu changeras un petit peu, même si c'est deux mots, tu peux copier un hook. Là où la différenciation, elle va se faire, c'est ensuite dans la delivery de ta valeur, dans le storytelling que tu vas apporter, parce que c'est ton vécu, ton histoire, c'est toutes ces choses-là. Et c'est toutes ces choses-là que si tu copies de A à Z, bah, tu passes simplement pour un clown parce que tu es en train de raconter quelque chose que t'as pas vécu, quelque chose que t'as pas fait. C'est pourquoi la plupart des value assets que font les gens aujourd'hui sont nuls parce que ils vont raconter plein de choses qu'ils ont vues partout. Ils vont raconter ce que Matisse a déjà raconté. En fait, ils reprennent tout simplement sa valeur en la Mhm. reformulant peut-être un petit peu et tu transpires pas la chose, tu l'as pas vraiment vécu. Donc voilà, j'ai peut-être un peu tergiversé, mais je voulais le dire. Non, mais je pense que ouais, là, il y a quand même tout le monde qui se lance bien sur YouTube, qui commence à envoyer. Bon, il y a toujours pas assez de gens qui se lancent sur YouTube, mais les gens commencent à venir quand même en masse. Et si tu viens pas avec une proposition de valeur assez unique et ton truc à toi et montrer ce qui a marché pour toi, etc., Mm. tu te perds vite dans la masse et les gens ils abandonnent vite l'idée de regarder tes contenus. Toi, tu trouves qu'il y a un côté réputation de chaîne YouTube qu'il faudrait avoir dans le sens où les gens doivent savoir qu'à chaque fois que tu parles, ça va être pertinent ou que toutes tes vidéos doivent être entre guillemets bonnes, ou est-ce que tu irais des fois mettre plus de volume pour pouvoir être plus présent sur la plateforme? Ça va être par phase. Au début, quand tu connais rien, personne te connaît, tu veux juste aller tester, bah là tu vas envoyer du volume. Tu vas envoyer du volume qui t'a baissé un peu la... Enfin, ouais, qui t'a baissé un petit peu la qualité. Mais pas sur longtemps, tu vois, sur ok, 2 semaines, t'envoies du volume, et ensuite tu vois ce qui marche, et là t'augmentes la qualité parce que à terme, c'est super important ce que tu viens de me dire. À terme, c'est vraiment super important que la personne sache, ok, quand je vais regarder cette vidéo, je sais que ça va être un banger. Donc limite, tu vois, admettons, tu as construit une petite communauté, tu as des leads qui rentrent de manière à ce que tu puisses bouffer, donc t'es pas en galère. Euh, Limite, si tu dois sauter une semaine de contenu, saute une semaine de contenu pour être sûr de sortir un truc vraiment à la hauteur des attentes des gens. Mais
attention à ne pas surenchérir à chaque fois. Ça devrait pas trop arriver pour un entrepreneur, mais pour un pur créateur de contenu qui peut être divertissement, à chaque fois il va chercher à surenchérir parce qu'il se dit il faut que je fasse mieux que la vidéo là qui a marché pour truc et au final tu vois t'exploses et tu fais plus de vidéos du tout. Donc pourquoi pas sacrifier une semaine, éviter d'en sacrifier 2, mais pourquoi pas sacrifier une semaine pour vraiment pousser la qualité de votre contenu. Mais ça c'est quelque chose qui vient dans la phase numéro 2 on va dire. La phase numéro 1, envoyer c'est pas grave, envoyer on s'en fout de la qualité et encore, ça dépend ce que tu entends par qualité aussi. Est-ce que c'est juste une qualité d'image, en quel cas on s'en fout un peu, ou est-ce que c'est une qualité de ce que tu vas dire? Ouais, plus dans le fond. Mais ouais, c'est intéressant. L'exemple que tu as montré, je pense, dans les créateurs plus dans le divertissement, McFly et Carlito, justement, qui essaient par exemple de tout le temps avoir le truc, le plus de budget, de machin. Je pense qu'ils s'inspirent aussi de tout ce qui se fait avec MrBeast, tout ça. Donc, faut pas tomber dans ce piège-là. Mais du coup, toi, tu le verrais aussi chez les personnes dans le fond. Ouais, 100%. 100%. Salut le petit chien. Petite intervention. On reprend. Aucun souci. De la grand-mère. Voilà. Tu arrêtes. C'est des draps pour maman. Ok, tu peux les poser juste là. Ok, c'est ok. Pour repasser. Ouais. Et puis il y a une clé qu'il avait. Ok. Ciao, ciao. Bonne journée. On disait quoi déjà? Ah oui, pour le fond. Ouais. Ouais. Garder la qualité. Ouais. Après, attention. Il faut quand même pas négliger, tu vois. Donc, ok, on met de côté la qualité vidéo. Faut quand même pas négliger la qualité de ta delivery parce que tu vas juste te cramer en fait. Tu vas juste te cramer parce que, ok, certes, tu vas pouvoir faire un peu de volume, les gens vont te voir un peu plus, tu vas faire plus de vues, peut-être plus d'abonnés et encore. Mais si les gens à la fin de la vidéo ils se disent pas, ah c'était bien, bah je regarderai la prochaine. Tu peux te mettre des bâtons dans les roues. Donc tout est une question de subtilité aussi. Tout est une question de balance. Ouais. Intéressant. Comment t'intégrerais toi les shorts dans une stratégie YouTube? Toujours dans la place d'un infopreneur du coup. Je les intégrerai pas. Tu peux les intégrer. C'est bien de les intégrer quand tu sais bien faire. En fait, pourquoi je te dis je les intégrerai pas, parce que c'est trop dangereux aujourd'hui, surtout si vous êtes tout seul, faites-vous accompagner. Non, c'est trop dangereux en fait, juste un short, il va pouvoir te mettre un tronc dans la roue, tu vois. Vraiment, c'est pour ça, au départ, ne faites pas de short. Pourquoi pas après pour multiplier les points de contact, donc avec les posts communautés, les shorts et les vidéos YouTube, ça te fait 3 points de contact sur YouTube dans le feed. C'est intéressant. Mais dans un premier temps, ne faites pas de short. C'est trop dangereux, en fait. C'est trop binaire. Ouais. 0 ou 1, tu peux, à un moment ou un autre, flinguer ta chaîne YouTube juste parce que tu as un short qui est parti un peu trop viral. Moi, par exemple, je vais pas reposter mes vidéos Insta sur YouTube parce que ma stratégie Insta est un peu différente. J'essaye de m'imposer en tant que, ok, le mec qui parle de YouTube, donc j'essaye d'aller taper un peu plus de viralité. Et c'est pas quelque chose qui serait bon pour ma chaîne YouTube. Et encore, viralité, on s'entend, hein, je cherche pas à faire des centaines de milliers de vues, mais juste entre 5 et 10 000 vues, tu vois. Mais ça reste quand même des choses qui sont trop virales pour mon YouTube. Ouais, c'est le top of the funnel. Ouais, c'est ça. Ok, intéressant. Donc pas forcément de shorts. Et si jamais tu fais des shorts, tu ferais du format beaucoup plus mofu bofu qui tape qui serait limite extrait d'une vidéo YouTube en fait. Ouais, exactement. Exactement. Après, t'es pas obligé de. Si t'as pas trop le temps, tu peux l'extraire d'une vidéo YouTube. Si tu veux optimiser un petit peu pour t'en servir sur des autres plateformes, c'est des choses que j'ai faites. Je vais pas poster sur YouTube, mais c'est des choses que j'ai faites par exemple sur Insta. Tu vois, j'ai un Miro, j'ai fait un Miro sur Jordan Welch. Je vais reprendre quelques parties du Miro, je vais juste allumer ma cam, me poser, rec, un truc de 1 minute et le poster en répétant à peu près ce que j'ai dit dans la vidéo YouTube, mais en le structurant pour que ça fonctionne un peu mieux sur du contenu court. Parce qu'en général, si tu cuts juste, c'est possible, hein, faut être très bon, ou alors que la personne ait une manière de parler assez différente et qu'elle fasse des hooks tout le temps, mais si tu cuts juste à un moment au hasard, il sera inutile en vrai ton short. Donc
Est-ce que, vu que tu dis d'éviter les shorts qui partent un peu viral sur ta chaîne YouTube, est-ce que il y a ce côté de pourcentage d'abonnés qui regardent tes vidéos YouTube, ce côté où faut pas d'une manière ou d'une autre demander peut-être quand tu commences à tous tes potes de s'abonner juste pour que tu aies plus d'abonnés ou avoir des shorts ou des pods, etc. où t'attires plus de personnes mais qui sont pas forcément qualifiées pour tes vidéos. Est-ce que tu recommanderais pas trop de faire ça et attirer purement les gens par tes vidéos YouTube de Ouais, qualité entre guillemets? ouais, ouais, 100%. 100%. C'est toujours ce truc hein, qui est un peu bateau, mais plus ça vient rapidement, facilement, moins ça va durer longtemps et moins tu vas avoir de résultats. Donc autant grind, galère. Tu peux partager un petit peu en story Insta si c'est déjà pertinent, ton audience est déjà assez pertinente. Tu peux, évidemment, c'est toujours un coup de boost. Même dans des pods, tu peux, si tu vas être certain que les personnes vont aimer la vidéo, si tu es très bon en rétention, etc. Il y a certains cas où tu vas pouvoir le faire, mais encore une fois, dans un souci de ne pas prendre le risque, ouais, le faites pas, laissez les choses faire, laissez les choses faire naturellement, parce que certes, les gens vont cliquer, et encore, je reviendrai juste après là-dessus. Certes, les gens vont en tout cas aller sur ta vidéo, mais peut-être c'est pour donner un peu de force. Ils vont mettre un like, ils sont sympas, mais ils en ont, excuse-moi du langage, mais rien à foutre de ta vidéo. Donc ils vont regarder 10 secondes, ils vont la quitter. YouTube, il va se dire, bon, elle est pas top sa vidéo, donc je vais pas la montrer à d'autres personnes. En plus de ça, si le mec qui a regardé ta vidéo pendant 30 secondes, on va dire, il regarde que des gameplays Fortnite, bah, YouTube va pas comprendre, il va se dire ok, c'est ce type de spectateur qui aime bien cette vidéo, donc il va le montrer à d'autres types de spectateurs similaires à ça, donc chiant, parce que c'est pas du tout la bonne cible. Donc autant y aller de manière organique, full, et pourquoi j'ai dit j'allais revenir là-dessus, cliquer, ça peut te détruire ton taux d'impression et ton taux de CTR si une personne vient depuis un lien, puisque bah, elle n'a pas cliqué sur ta vidéo. Elle est directement arrivée sur ta vidéo. Donc ça peut te fausser tes datas et faire bugger tout simplement, encore une fois. Donc utilisez quand même, hein, c'est important de faire de la propagande un petit peu ailleurs. Le plus pertinent pour moi, ce serait quand même de le faire en setting. Tu vois. Pour pousser les personnes, ce serait quand même de l'envoyer à des prospects qualifiés directement. En tout cas, qui semblent qualifiés, des prospects intéressants, puisque tu as vu, ok, leur Insta. En général, l'Insta, c'est un peu la carte d'identité. Tu sais si ça va l'intéresser ou pas. Et essaye de piquer sa curiosité dès le début de la vidéo pour qu'il reste. Ce serait le moyen le plus efficace et le moins dangereux, surtout, de faire un peu sa propagande. C'est de l'envoyer directement à des personnes que toi, tu choisis. Ouais. Ok, c'est super intéressant. Souvent, ouais, sur les différents réseaux, on veut le partager, le truc, c'est bien. Mais YouTube, il y a quand même vachement plus ce côté où les gens doivent venir naturellement à Mm. toi. Et du coup, setting, ça pourrait le faire, mais du coup, setting, c'est pertinent parce que les personnes qui vont la regarder vont avoir un watch time plus élevé, vu qu'ils sont pertinents pour ta vidéo. Mais par contre, du coup, ça affecte aussi le CTR et le fait de venir d'une autre plateforme. Ouais, ouais, ouais. Pas le faire trop en masse non plus, ça dépend. Ouais, ça dépend. Tu peux envoyer. En vrai, ça va affecter ça. Certes, cette vidéo, ça va pas être le carton absolu, mais ça a aussi des avantages. Ça va affecter ton CTR. Après, maintenant aussi, certes, ça va avoir un impact, mais le principal impact d'affecter un CTR, c'est surtout mental, parce que on le sait pas. On sait pas que notre CTR il va être catastrophique si on fait ça. Donc on va regarder, tu vois, on a envie d'analyser un petit peu, on se lance, on se dit ok, je vais regarder. Et là, CTR de 2, ah, ok, non, faut que je change totalement ma miniature, faut que je change mon titre. Tu changes ta miniature, ton titre, bah ça change rien. Enfin, t'as encore un down de ouf alors que ça se trouve, elle pouvait continuer à augmenter. Donc c'est juste prendre conscience aussi de comment traiter les données de ta chaîne. Le CTR c'est bien, mais c'est pas le truc le plus... c'est pas la donnée en tout cas qui va te permettre dans la première semaine de la sortie de ta vidéo de te dire ok, est-ce que je dois changer miniature et titre si, si ta vidéo continue à faire des impressions, que tu as des gens qui continuent à la regarder, attends un petit peu avant de changer quoi. C'est juste aussi, ouais, voilà, c'est surtout savoir en fait comment analyser les métriques YouTube qui est important et de pas se dire ok, il y a tel truc donc je vais réagir de telle manière. Tu vois. Le CTR c'est pas tout non plus, il faut prendre ça dans une globalité. Mhm. Mais ne vous prenez pas la tête encore une fois, peut-être que là ça peut paraître compliqué, ok, regardez le CTR, le watch time, les trucs, non, juste
dans une phase de lancement, envoyez de la vidéo, envoyez des vidéos, enfin les vidéos que vous avez sorties à vos prospects, prenez du feedback, c'est toujours intéressant, vous ferez pas 200 000 vues, même peut-être jamais, mais vous ferez pas 200 000 vues dès les premières vidéos. Donc juste envoyez, ne vous prenez pas la tête en vrai avec toutes ces fioritures, on va dire. Faites des bonnes vidéos, c'est la base de tout, tu vois. On peut parler pendant des heures si tu veux d'optimisation, d'algorithmes, de trucs, Non, faites des bonnes vidéos, des bons titres, des bonnes miniatures, vous avez ce trio gagnant. Après, ça reste du détail, hein, ça reste vraiment du détail. Beaucoup d'éléments intéressants. Je serais chaud qu'on parle de KPI et de packaging miniature titre rapidement. Est-ce que, ouais, niveau KPI, donc on a parlé de CTR. Je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément familières avec ce terme. Peut-être dire en 2 mots en quoi ça consiste et est-ce que c'est une métrique importante et comment l'optimiser? J'ai vu un Ouais. peu fort, mais et s'il y a d'autres métriques importantes, quelles sont les plus importantes sur YouTube? On t'écoute. Ouais. Alors, le CTR, ça reste, malgré tout ce que je viens de te dire, tu vois, ça peut être un petit peu contradictoire, mais c'est plutôt prendre les choses avec des pincettes. C'est quand même quelque chose de super important. J'aime bien toujours citer MrBeast, si les gens ne cliquent pas, ils ne regardent pas. Et pour définir le CTR, c'est tout simplement ton taux de clic par 1000 vues. Donc, combien de personnes ont cliqué Par 1000 impressions, tu veux dire? Ouais, par 1000 impressions, c'est ça. Par 100 ou 1000? Bah, en soi, c'est qu'une question d'échelle, mais c'est vrai qu'en Ouais, on pourcent, s'en fout, ouais. en pourcent, c'est vrai que je mélange avec le RPM, le revenu pour 1000 vues. Ouais, Excusez-moi, my bad. Mais ouais, c'est ça. En gros, c'est le pourcentage de personnes qui vont cliquer sur ta vidéo. Donc ouais, en pourcentage, si tu as 100 impressions et que tu as 8% de CTR, c'est qu'il y a 8 personnes sur ces 100 impressions qui ont cliqué sur ta vidéo. Donc ouais, c'est ça. Comment l'optimiser? Bah, tout simplement en arrêtant de faire des miniatures sur Paint, en faisant des miniatures simples, efficaces, avec un curiosity gap. Donc, ok, tu t'adresses surtout dans l'éducation, tu t'adresses à une personne qui a un problème, qui se situe à un point A. Toi, ton but avec ta vidéo, c'est de faire le pont jusqu'au point B. Bah, fais-lui comprendre dans ton packaging, donc dans ta miniature, dans ton titre, ok, soit j'étais au point A, je suis passé au point B, ou tu es au point A, passe au point B. Juste mettre vraiment ce gap de curiosité, ne pas faire des miniatures trop surchargées. Il y a une règle qui dit 3 éléments max, donc par exemple un sujet, un titre qu'on pourra appeler stop scroller et un fond. Faire des trucs clean, ne pas faire des miniatures trop divertissement, ça marche beaucoup moins maintenant dans l'éducatif. Donc les miniatures ou avec des têtes super choquées, super retouchées, Photoshop, etc. Aujourd'hui on est plus dans un style un petit peu raw ou alors très clean. Quelque chose de super important, c'est bien que les gens aient cliqué. Si les gens ne cliquent pas, ils ne regardent pas. Mais s'ils cliquent et qu'ils n'aiment pas l'intro, ils vont pas regarder. Donc ayez toujours ce qu'on appelle le viewer expectation, respectez ça. Donc si dans votre miniature vous avez un tableau blanc et que en gros vous faites comprendre que vous allez expliquer sur un tableau blanc des concepts, il faut que la vidéo elle commence comme ça, parce que le viewer veut valider ce sur quoi il a cliqué. Si tu as une miniature, si moi demain en bouffant mon plat de pâtes je clique sur un vlog, une miniature vlog, que je lance la vidéo, c'est un mec en studio de podcast en train de me faire les 7 habitudes qui m'ont rendu millionnaire, je vais quitter la vidéo. Donc avoir ça, c'était un peu moins pour l'aspect miniature. Et quelque chose d'intéressant aussi à voir, c'est dans la création de votre packaging, donc petite miniature encore une fois, avoir conscience de est-ce que la vidéo va être orientée problème aware ou solution aware, en fonction du niveau de conscience de la personne à qui vous voulez vous adresser. Donc problem aware, ça veut dire, c'est un peu, si je prends un exemple un peu large, c'est ok, Gadzi, lorsqu'il va faire une vidéo sur sa chaîne principale, ok, mon audience a envie de faire plus d'argent grâce à un business en ligne. Ils sont problem aware. Ok, je suis à l'école, ça me plaît pas, j'ai envie de faire de l'argent grâce à mon business en ligne. Donc ça, c'est problem aware. J'ai un problème, ils ont un problème, ils en sont conscients, ils vont cliquer dessus. Maintenant, l'étape d'après, c'est solution aware. Enfin, l'étape d'après, la deuxième étape, on va dire. C'est solution aware. Ok, le mec, il a lancé son business en ligne. Il n'a pas un bon pourcentage de taux de show-up dans ses appels de closing. Ok, bah une vidéo solution aware, ce serait comment utiliser iClose pour augmenter mon taux de show-up. Donc c'est aussi intéressant de se pencher là-dessus.
Donc, comment tu vas t'adresser au type de personne? Est-ce que ton audience à toi, ta cible est plus problem aware ou solution aware? Dans ce Tu cas, tu vas dirais faire faire en fonction de ton audience ou de varier les deux dans tes vidéos? en fonction de ton audience. Au début, tu vas varier, tu vas essayer de comprendre qui ils sont et quel est leur mode de fonctionnement, de Consommation. fonctionnement Ouais. et quel est leur niveau de conscience. J'ai mélangé les deux phrases. Fait des- Donc ouais, au début tu testes et ensuite tu appliques en fonction de là où, enfin, qui est vraiment ton audience quoi. Et pour les miniatures, je me demandais récemment, est-ce que c'est mieux d'avoir une miniature qui correspond aux tendances, entre guillemets, ce qui se fait dans les value assets, les trucs comme ça, par exemple, ou justement d'avoir une miniature qui sort vraiment du lot, qui casse un peu les codes, et que du coup ça attire, entre guillemets, plus l'œil vu que c'est différent, ou garder les tendances, tu vois, tu recommandes un des deux? Je mettrais un pas en arrière et je te dirais que si ton idée de vidéo est excellente, peu importe. Ouais. Maintenant, ça va dépendre de ta vidéo. Je prends beaucoup de pincettes hein, dans cet épisode, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous dire un truc, c'est soit blanc, soit noir, c'est fais ça, ça va marcher, parce que ça dépend vraiment. Si tu fais une miniature qui sort un petit peu du lot, admettons, il y a des mecs qui ont fait ça récemment et ça a très bien marché. Le mec est tout seul dans un champ au loin et il y a écrit authentique ou un truc comme ça. Bah, faut que ta vidéo elle soit raccord avec ça. Si tu fais une miniature où tu as tu sais, l'éclairage un peu studio à la Xiaomi sur les miniatures, bah, sois dans un studio, tu vois. Ouais. Ou en tout cas, ça doit être un face cam. C'est toujours ce viewer expectation, répondre à ça. Maintenant, faites du test, voyez. Mais c'est sûr et certain que les miniatures un peu tout retouchées, etc., c'est vraiment en déclin. Et on est beaucoup plus sur de la miniature authentique qui est intéressante maintenant. Tu peux avoir une miniature authentique et travailler. Il faut que ce soit une image réelle de ta vidéo. C'est un des conseils que m'avait donné Jordan Welch aussi. Et si tu regardes sa chaîne YouTube, quasiment toutes ces miniatures, même si elles sont travaillées, sont potentiellement des images réelles de la vidéo. Ok, intéressant. Et pour le titre, comment tu optimiserais ça? Avoir une certaine structure et surtout comprendre ce qui marche actuellement, utiliser des termes qui vont parler à ta niche. Donc par exemple, si tu es dans l'entrepreneuriat, ben, juste avoir une somme d'argent, avoir entrepreneuriat, avoir un sujet commun euh, pour sélectionner les gens qui vont cliquer dessus. Mais un bon titre reste avant tout une bonne idée. Donc si tu as une bonne idée, tu as un bon titre. Ouais. Et pour les 30 premières secondes d'une vidéo, Mhm. euh, j'imagine que tu es d'accord sur le fait que c'est très important sur YouTube. Très très. Comment tu les structurerais? Comment faire les meilleures 30 secondes pour bien hooker? Donc, tu as évoqué déjà le fait que ça doit être en lien avec ta miniature, ton packaging, et évidemment dès le début, pour pas qu'ils quittent, pas décevoir les attentes. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments pour bien hooker, etc. Ouais, 100%. Bah, je reprends du départ. Évidemment, donc ça doit être en lien avec ta miniature et ton titre. Donc dans la forme, là, tout ce que je t'ai dit, c'était un petit peu plus dans la forme, mais aussi et surtout dans le fond. Si tu as parlé de 10 000 euros dans ta miniature, bah montre un Stripe directement. Si ta miniature, il y a une notif Stripe avec 10 000 euros ou une notif Revolut ou peu importe, montre-la dès le début de la vidéo. Valide-toi. Valide que le spectateur a bien cliqué sur la bonne vidéo, mais valide-toi aussi. Donc se valider, répéter que le spectateur a bien cliqué sur la bonne vidéo, du style, ok, dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait 10 000 euros en 28 jours. Et ensuite, tu vas commencer à ouvrir des open loops. Comment j'ai fait 10 000 euros en 28 jours sur Instagram. Et 90% des coachs Insta font ces 4 erreurs qui ruinent totalement leur business. Donc là, tu ouvres une open loop. C'est nul hein, ce que je dis, hein, mais Ouais. qui ouvre une open loop de ok, c'est quoi ces 4 erreurs? Et aujourd'hui, je vais te les présenter pour que toi, tu évites de les faire. Et à la fin de la vidéo, tu sauras exactement comment tu vas faire X, Y, Z et avoir tel objectif. Donc, tu te valides, tu valides qu'il a bien cliqué sur la bonne vidéo et tu ouvres des boucles de curiosité de ok, on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. On va voir X étapes, X personnes, enfin X pourcentage de personnes font cette erreur. Ou alors si toi aujourd'hui tu es bloqué à X, tu mets vraiment les problématiques.
Et le truc, c'est de pas durer trop longtemps et de faire une transition fluide entre ton hook et ton premier point. C'est pas tu finis ton intro, ok, les gens sont super hype, t'as réussi à avoir une super rétention pendant les 30 premières secondes. Ok, donc voilà pour l'introduction. Ok, alors numéro 1. En numéro 1, on va voir comment faire une bonne miniature. Tu vois, il faut vraiment toujours garder, c'est toujours, j'aime bien toujours donner cet exemple, tu vois, c'est comme si je tenais un fil entre, je sais pas si on voit, voilà, comme ça. On tenait un fil, enfin, je tenais un fil entre mes deux doigts. Une vidéo YouTube, le but, c'est de toujours tirer les doigts de chaque côté pour avoir ce fil qui est toujours tendu. On veut pas de chute de rétention, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut bombarder pendant 30 minutes parce que c'est un enfer, mais des moments de respiration, mais toujours garder cette tension et ne pas faire des gros cuts. Et ça, c'est des erreurs que j'ai faites aussi. Hein, ok, je suis en train de faire ma vidéo et ah oui, et d'ailleurs, les gars, si vous voulez un audit offert de votre truc, n'hésitez pas à réserver un lien en description. Non. Là, tu ruines totalement ta rétention. Apporte-le de manière fluide dans ce que tu es en train de présenter, tout simplement. Ouais. D'ailleurs, si vous aussi voulez avoir votre stratégie personnalisée, elle est en description. Ouais, Enfin, c'est ça. plus C'est fluide. ça, ouais, si tu veux hein, discuter ou tu sais, si tu viens d'expliquer un petit peu les idées YouTube, etc. Ok, tu lui as appris comment trouver des idées YouTube. Bon, d'ailleurs, si tu veux qu'on les review ensemble, ben, n'hésite pas à réserver un audit offert avec moi, on en discute et voilà, et tu retournes à la vidéo chill, quoi. À fond. J'aime bien Enfin, j'avais appris ça en me lançant sur YouTube. Sur Instagram, du coup, il y a souvent ces trois étapes un peu hook, rétention et récompense. Et Mhm. sur YouTube, c'est des boucles de ces trois étapes. Donc, tu Exact. accroches ce que tu disais avec les open loops et tout. Tu fais une accroche, tu retiens l'attention dans cette accroche, par exemple les 4 erreurs de t'expliques les 4 erreurs, et ensuite récompense, donc t'offres une ressource gratuite où ils sont récompensés d'avoir écouté les 4 erreurs, etc. Et tu Mhm. relances une boucle. Hook, Ah, pas rétention, forcément, tu récompense, vois, pas rétention. forcément. Ok. Enfin, si en soi c'est ça, juste sur l'open loop que tu vas ouvrir dans ton intro, c'est en gros expliquer le big payoff de ta vidéo. Donc c'est une boucle qui va juste se résoudre à la fin de ta vidéo. Et ensuite, Ouais, tu en ouvres plusieurs petites. Mais ouais, celle que tu vas ouvrir au début, c'est le big payoff. C'est, OK, à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que, en tant que viewer, je vais en retirer? C'est plus ça. Donc celle-là, tu la refermes pas tout de suite. Donc des open loops, ça peut, ça c'est encore un peu plus compliqué, mais tu peux en ouvrir plein superposés. Je vous conseille pas de le faire parce que vous allez juste vous embrouiller au début, mais tu peux en ouvrir plein superposés. Mais juste avoir conscience que celle que tu ouvres dans ton hook, dans ton intro, c'est celle que tu vas résoudre à la fin de ta vidéo. Et Mhm. ensuite, en ouvres plein d'autres petites, tu vois, en fonction de, admettons, tu vas faire une vidéo sur 3 points, ce que je conseille aussi, pour que ce soit plus simple à comprendre. Tu fais une vidéo sur 3 points, ben juste tu vas ouvrir 3 gros open loops, et après, si tu as envie vraiment de t'amuser, tu peux en faire assez souvent, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était plus parmi le grand sujet de la vidéo, je calerais des open loops. Parce que je crois que les Exact. cycles d'attention, ils sont de 2-3 minutes. Et Mhm. du coup, si tu arrives constamment, tu vois, admettons, tu donnes les 4 erreurs, et ensuite tu dis, et voici aussi maintenant une stratégie marketing que les millionnaires appliquent aux États-Unis, et puis du coup, tu parles de la stratégie, mais tout ça, ça sert à rien si, Tu Mhm. conserves tout le temps, tu relances l'attention, et du coup, ça permet d'aller jusqu'au bout. Après, Ouais, ça c'est dépend ça. évidemment de la vidéo et tout, C'est ça, mais ça dépend, ça dépend. Et ça peut être des open loops visuels, hein. Je reprends l'exemple de Mathis, quand il commence un value asset, il est jamais zoomé sur sa template Miro, il est dézoomé. Ça, c'est une open loop. Ok, visuellement, même inconsciemment, tu dis, ok, il y a plein de choses, ça a l'air bien intéressant, il y a de la couleur, je vais voir plein de choses dans cette vidéo. Et après, il zoome. Donc il te dit on va avoir énormément de valeur là. Par exemple, ouais, j'ai passé l'après-midi en deep work sur ça, tu vois un grand truc avec plein de... Ok, ça va être intéressant, là je vais me bouffer de la valeur dans les dents. Ça aussi c'est une open loop. Et par contre, toujours répondre à ces open loops, sinon tu crées de la frustration et les gens sont deg. Donc répondez toujours à ça. le récompense à la fin, quoi. Ouais, D'abord, on n'est pas sur un webinaire, tu vois, on est sur YouTube. ouais. Donc la frustration, on va éviter un maximum. Et pour les KPI, j'ai mentionné un peu plus tôt, donc il y aurait le CTR qui est important. Est-ce qu'on a une ou deux autres qu'il faudrait optimiser et comment? Le watch time, CTR watch time en vrai. C'est les deux Ouais, points. ouais. Ouais. Il y en a une qui peut être intéressante à regarder lorsqu'on tu es un peu plus avancé pour avoir plus d'infos sur combien tu vas pouvoir pricer ton offre. Ouais, YouTube peut nous dire ça. Tout simplement, tu regardes ton RPM, donc ton revenu pour 1000 vues. C'est très simple, mathématique. YouTube, algorithme qui connaît quasiment tout sur la vie du spectateur. Et lui, en fonction des vidéos,
il va te dire combien 1000 vues va pouvoir te rapporter sur une vidéo. On prend un exemple de 2 vidéos. Tu en as une qui va, ok, tu vas te faire payer 1 euro pour 1000 vues sur ta vidéo. Ok, c'est un peu classique. Ok, une autre vidéo, peut-être qu'elle fait moins de vues, mais par contre, tu as un RPM à 8-9 euros. Donc ça veut dire que l'audience qui est derrière est beaucoup plus qualifiée. Donc au lieu de reproduire les vidéos qui font potentiellement plus de vues, mais avec un RPM plus bas, bah, tu vas reproduire les vidéos qui ont fait moins de vues, mais avec un RPM plus haut. Parce que tu as des gens beaucoup plus qualifiés derrière. C'est une métrique à regarder une fois que tu es monétisé. C'est intéressant de regarder ça pour vraiment optimiser ton ciblage, tout simplement, et pas avoir de touristes. Ok, c'est ultra intéressant pour voir la qualification de ton audience, si c'est des prospects qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, etc., par rapport aux vidéos qu'ils ont regardées sur YouTube. Exactement. Super. Et ça, cette info, tu l'as uniquement quand tu commences à monétiser ta chaîne? Ouais. Et pour monétiser ta chaîne, c'est quoi? Faut 1000 abonnés, faut un certain truc, non? Ouais, je crois que c'est ça. C'est 1000 abonnés, 500 heures, un truc comme ça. Ok, de visionnage. Ouais. Ou 3 millions de vues en short. Il y a plusieurs, plusieurs trucs. Mais, ouais. Ah, ok, sympa. Bon, road to 1000 abonnés rapidement. Ouais. Pas trop non plus, on veut une audience qualifiée. Ouais. Non, mais en vrai, c'est un truc. Mais pourtant. C'est un truc qui va te permettre plus tard, mais dans un premier temps, pour avoir ce genre d'informations, ben, c'est un peu à taille humaine, donc tu peux l'avoir en soi de ok, cette vidéo elle m'a rapporté X calls, et sur ces X calls, bah, j'ai réussi à en closer X, et tu arrives à te faire un peu ces calculs. Mais quand tu pars sur des échelles un peu plus conséquentes, c'est intéressant de regarder ça et de savoir quel type de contenu je vais pouvoir faire, quoi. Ouais, 100%. Est-ce que tu fais encore toi-même tes montages vidéo? Ouais. Ouais. Ouais, 100%. C'est quelque chose qui... C'est toujours ce problème de déléguer, tu vois. D'ailleurs, j'ai toujours eu l'habitude, en fait, de bosser à 100% tout seul. Là, en ce moment, j'ai 2 setters, donc ça me fait déjà bizarre un petit peu d'avoir des gens, des trucs comme ça. Mais le montage vidéo, je sais pas, en fait, j'ai toujours kiffé. Et j'ai fait une école de montage vidéo, tu vois. J'ai fait 2 ans d'études supérieures de montage vidéo, enfin de cinéma en soi. Et je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien, mec. J'ai envie de garder quelques trucs que j'aime bien dans. Après, c'est vrai que monter des value assets, c'est chiant. Enfin, il y a rien de kiffant. Donc, ouais, c'est quelque chose que je vais déléguer, c'est sûr et certain. Mais sur une vision de, je sais pas, 15 ans, moi, je pense dans 15 piges, tu vois, je ferai des petits films YouTube, enfin, des vlogs, mais très bien faits, des choses comme ça, où je me ferai kiffer, où là, ok, je passerai derrière la cam, je me ferai kiffer sur du montage, des choses comme ça, tu vois. C'est des passions que j'ai. Éclairer une pièce, trouver des angles stylés, faire des beaux plans, les monter, mettre la bonne musique, faire les bonnes transitions. C'est quelque chose que j'aime bien. Donc ouais, aujourd'hui, je monte encore mes vidéos et surtout que j'en ai tellement monté, tu vois, genre même monter un value asset, je vais faire tellement rapidement maintenant que, ok, tu sais, le soir quand ton cerveau il est grillé, tu vas aller te coucher, mais que, parce que moi j'ai eu un appel, que tu vas te coucher. Enfin, t'es plus prêt à faire des choses. Oula. Tu me vois encore? Tu m'entends encore? Ouais, je suis good, je te vois. J'ai mon FaceTime qui s'est ouvert, j'ai pas compris. Je te vois plus. Ok, t'es là. Je suis de retour. Ouais, donc le soir avant d'aller te coucher, où t'es grillé, mais c'est les dernières minutes ou heures de ta journée à charbonner un petit peu. Tu fais du montage, t'écoutes de la musique en même temps. Enfin, c'est quelque chose de relaxant pour moi. Donc ouais, je l'ai fait encore. Réponse beaucoup trop longue pour la question qui était très simple en vrai. Je suis en train de me rendre compte. Parce que j'avais vu tes vidéos YouTube justement et j'étais en mode ouais, c'est quali, moi j'aurais pas le courage de faire tous ces montages. Enfin, tu vois, il y a quand même, on voit que tes vidéos, quoi, il y a la musique, il y a le plan, il y a tout ça. Et je pense, point de vue extérieur, si tu veux te lancer sur YouTube et tout, tu te dis waouh, ça fait beaucoup, il faudra trop, ça paraît technique et tout. Et je me disais, bon toi, je pense déjà tu kiffes ça. Et moi, je sais que je fais des formats beaucoup plus bruts, tu vois, mais je sais que ça me correspond plus, ça dépend des personnalités et tout. Et c'est vrai que je me demandais si tu faisais encore ton montage du coup, mais surtout comment ça te prenait de temps pour le faire après l'expérience que tu as et tout, et comment tu fais pour pas avoir la flemme des fois de faire du montage, quoi. Alors, pour être tout à fait honnête, je pense que je suis pas en termes de priorisation sur ce truc-là, c'est pas le top, parce qu'il y a des vidéos qui vont me demander un peu de temps. Des vidéos très montées, enfin très montées, et encore c'est même pas des trucs de fou, hein, mais juste où je vais faire des plans un peu stylés, je vais mettre de la musique, je vais faire quelques trucs, tu vois. Je peux prendre l'exemple de la vidéo sur la dernière que j'ai sortie sur l'éclairage. Ouais. En montage, j'ai dû mettre 2 heures peut-être, 2 heures et demie, un truc comme ça. Ok. Donc
c'est pas enfin ça pourrait être délégué, il y a pas de souci. Mais franchement, j'aime bien le faire. Et ouais, ça peut faire peur, etc. Mais justement, un avantage pour vous, peut-être un désavantage pour moi, c'est que il y a de moins en moins besoin de montage. Il y a Ouais. de et surtout, c'est même pas besoin, c'est que les gens en ont de plus en plus marre. Il y a toujours cet entre-deux qui se crée. Je discutais de ça avec un client. Il y a toujours cet entre-deux qui se crée parce qu'il essayait de faire des vidéos bien montées, sauf qu'il est nul en montage. Donc, ça sonne cheap. Si tu sais pas faire, fais les trucs au plus simple. N'essaye pas de faire des effets, parce que ça va être cheap, ça va se voir, c'est dégueulasse. Le premier truc qu'on apprend en école de montage, c'est arrête avec tes effets, trucs, là, c'est moche, tu vois. Le but du montage, c'est pour que tu vois pas le montage, normalement, tu vois. Donc, arrêtez avec vos effets cheap et assumez le fait que, ok, vous savez pas faire, t'as pas envie de mettre 300 balles dans un monteur, un mec fait genre un miro magnifique ou des diapos magnifiques et ensuite tu délivres et tu fais juste des cuts et des cuts ça y est tout le monde peut le faire ou tu dois avoir des IA pour le faire, des choses comme ça. Donc Ouais. c'est un peu plus la tendance qui arrive aujourd'hui aussi de un peu plus de naturel. Mais attention, naturel ne veut pas dire pas préparé. Putain, il y a tellement de sujets intéressants. Ouais, c'est infini. Mais ouais, c'est intéressant. Bah, je sais que moi, le montage, par exemple, c'est une énorme friction pour moi parce que j'ai l'impression que j'optimise pas mon temps comme il faut, que je passe trop de temps à faire du montage. Mais d'un Hmm. côté, j'ai pas toujours envie de le déléguer parce que j'ai envie que ce soit ma DA et tout. Et du coup, ça me crée trop de friction alors que j'ai tourné la vidéo en back-end. Avant de pouvoir publier la vidéo, j'ai trop de friction et des fois, là, par exemple, en décembre, j'avais tourné un vlog à Barcelone, solo. Je l'ai jamais posté parce que Hmm. j'ai tout le temps procrastiné de faire. Bah maintenant j'ai accepté que j'allais pas le poster, mais j'ai tout le temps procrastiné sur le montage. Je me suis dit j'ai pas envie de passer 1 heure et demie. Et puis je sais que je suis méticuleux, perfectionniste et tout. 1 heure et demie, 2 heures à faire un montage pour cette vidéo vlog, même si ça aurait pu être sympa. Si tu prends aucun plaisir, si tu prends aucun plaisir dans le process de montage, ouais, délègue, hein, même pour un vlog. Délègue. Et la question de l'ADA, c'est juste une question de process. Tu peux avoir 100% ta DA si juste tu l'as fait comprendre à ton monteur. C'est un échange. C'est pas. Souvent, les gens, ils voient le monteur comme. Ok, c'est un peu comme les setters. Et j'ai l'impression que. Et il y a beaucoup de connards dans le business en ligne qui vont prendre ça pour des sous-métiers de. Non, bah, de toute façon, c'est le setter qui verra. Ou vas-y, c'est le monteur qui verra, je lui envoie mes rushs et il se débrouille. Non, c'est vraiment un taf que vous devez faire ensemble. Au début, ça va prendre peut-être un peu de temps, histoire de mettre les process en place. Et ensuite, le monteur, il va te connaître, il va savoir tes goûts, il va savoir à quel moment tu lui aurais dit de faire plutôt ça, etc. Donc c'est juste une question de ouais, trouver la bonne personne et mettre en place des process avec lui pour qu'il comprenne ta DA, les couleurs que tu vas utiliser, les types de musique que tu as envie d'utiliser, les polices que tu as envie d'utiliser, peu importe. Tu vois. Super. Aujourd'hui, tu dirais que le plus important sur YouTube, c'est plutôt le fond ou la forme? Le fond, Ouais, 100%, 100%. surtout dans le business. Très bien. Ouais, ouais, ouais. Super Paul, merci beaucoup pour toutes ces bons conseils. Comme promis, du coup, on va parler un peu de Jordan Welch, ton call, etc. Ce que tu as appris avec lui. Est-ce que tu aurais quelques apprentissages à nous transmettre là? Ouais, carrément, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses. Déjà, quand vous avez une personal brand, vous pouvez vous permettre de facturer cher des appels. C'est le premier apprentissage même avant que j'aille dans le call. Euh, pour la petite histoire, en vrai, je voulais rentrer complet dans son accompagnement, tu vois. Mais vu que ses équipes et lui-même ne parlent pas français, il m'a dit bah ça sert à rien, je vais pas pouvoir analyser tes vidéos, je vais pas pouvoir te faire des retours. Donc en gros, c'était son downsell, tu vois, 5 000 $. Ça comprenait un Google Docs avec 5 liens Loom, donc 5 Loom qu'il a enregistré vite fait, je pense, et donc un appel d'1 heure et demie avec lui et un audit de ta chaîne quand même. Donc voilà pour ce que ça comprenait. Maintenant, en termes d'appel avec lui, ouais, ça m'a simplement, c'est un extrait d'ailleurs que j'ai repartagé une fois sur Insta, c'est, il m'a dit mec, YouTube m'a tout apporté dans la vie, tu vois, que ce soit l'argent, les contacts, tout. Sa carrière et tout, il doit tout à YouTube, tu vois. Pourquoi il a pu revendre son SaaS aussi cher, etc. C'est sa personal brand, c'est YouTube. Bon, après une petite surchauffe de cam, on est reparti. J'étais sur un deuxième truc que m'a appris Jordan Welch. Dans l'aspect global, je lui ai demandé, ok, est-ce que tu as un conseil, tu vois, sur le business en général? Il m'a dit ta réputation. Ne gâche jamais ta réputation.
Et ça, je pense que c'est important de le préciser parce que j'ai eu des personnes, j'ai pu discuter avec certaines personnes qui en avaient clairement rien à foutre de leur réputation, qui te font des trucs pas cool. Par exemple, ils t'envoient 3 no-shows d'un coup alors que c'est même pas un appel de vente, tu vois, c'est juste pour discuter, tu veux passer du temps avec la personne pour lui donner des conseils, de la valeur. Ils t'envoient 3 no-shows d'un coup et après il te répond un vieux my bad. Je sais pas si le mec écoutera ça, mais tu te reconnaîtras. C'est pas bon pour la réputation, tu vois. Tiens ta réputation, fais pas de la merde, viens pas scam des gens, des trucs comme ça, parce que bah, la réputation, c'est le plus important. En tout cas, ça c'était vraiment pour l'aspect, ok, YouTube a changé totalement toute sa vie, ça lui a tout apporté, et gère ta réputation. Et YouTube, je lui ai posé la question, tu vois, t'as fait comment pour network avec des Iman Gadzhi, des Samuel Onua, des Ruben Onua, des choses comme ça. Ils sont sortis de prison d'ailleurs, je sais pas si t'as vu. Il m'a dit, je vais pas leur dire ok viens on boit un café, viens on se rejoint, etc. Je vais juste faire du contenu banger pour que ces personnes tombent sur mon contenu banger et que ce soit naturel en fait. Viens on connecte parce que ce que tu fais c'est stylé, moi j'aime bien ce que tu fais aussi, viens on connecte, on discute. Donc tu vois ce podcast aujourd'hui il aurait pas eu lieu si t'avais pas vu mon contenu, si moi j'aimais pas ton contenu non plus. Donc c'est créer du bon contenu, donner le maximum que vous pouvez donner. Soyez sympa en vrai, tu vois. et, euh, et vous allez networker, vous allez connecter avec plein de personnes par le contenu. Donc ça, c'était un autre conseil. Maintenant, si on parle un peu plus YouTube, bah, c'est un petit peu les bases de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc c'est vraiment arrivé avec... alors lui, c'était dans la direction artistique du truc, dans la DA du truc, c'était avoir OBS d'ouvert ou un Loom et juste tu délivres full valeur. Bosser un maximum les minia, ça il me l'a répété plein de fois, mais genre minia et titre, super important, idée de vidéo, trouver des outliers, sa template de script. D'ailleurs, si vous la voulez, envoyez un message. Je te mets dans la merde, mais envoyez un message à Baptiste. Je lui enverrai, il vous la donnera. Sa template. Envoyez directement à Paul sur Instagram. Envoyez-moi un message sur Insta, je vous enverrai la template de script, tout simplement, qu'il utilise pour ses vidéos. Donc comment faire une intro, comment se valider, quelles choses utiliser, où mettre tes CTA. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé pendant le script. Donc, si vous voulez, en gros, tu vas mettre ton CTA, ton premier CTA, après, et ça, je vois trop de personnes faire l'erreur en plus, après ton premier point. Donc, admettons, ta vidéo se divise en 3 points, tu vas le mettre après ton premier point. Parce que faire un CTA dès le début, frérot, t'es qui, je te connais pas, tu m'as jamais apporté de valeur, pourquoi tu me demandes déjà quelque chose? Alors que, ok, tu viens de lui apporter de la valeur, il sait que dans la vidéo, il va avoir de la valeur, et tu viens de lui... Il a kiffé le premier point, ok. Fais un CTA, tu peux faire un CTA. Des CTA soft sell, ne vendez pas directement en vidéo, mais des CTA soft sell. Télécharge cette template, rejoins mon school, réserve un call. Donc après le premier point et avant le big payoff, on a parlé de big payoff, donc la résolution finale de la vidéo. Avant ça, là ça va faire chier le viewer. C'est comme si tu mets une pub à la fin du... tu étais au cinéma, il y a une pub juste avant de... Est-ce que le gentil il a gagné ou est-ce que c'est le méchant qui a gagné? Il y a une pub, c'est chiant. Mais par contre, tu vas quand même la regarder parce que tu as envie de connaître la fin. Donc c'est les deux endroits où mettre des CTA. Et n'abusez pas des CTA, pas des CTA de plus de 60 secondes. On reste court, concis, soft sale. Et ouais, c'est à peu près ça. Et finir... ne pas faire des outros à rallonge et finir... straight to the point, quoi. Ouais. Pour revenir sur les CTA, je trouve intéressant, je sais pas si tu avais d'autres trucs derrière, mais je te coupe là-dessus. Non. Du coup, il en mettrait 2, et il en mettrait, dans les 2 CTA, est-ce que tu mettrais 2 fois le même CTA, par exemple 2 fois book un call en description, ou est-ce que un, ce serait par exemple une ressource gratuite et un call en description, ou c'était égal? Dépend de l'objectif de chaque vidéo. Tu peux mettre clairement 2 fois le même CTA. Hein. Tu peux 100% mettre 2 fois le même CTA. Mais si tu rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, bah juste il sera apporté d'une manière différente. Il sera apporté d'une manière différente. Et moi, ce que j'aime bien faire et ce que je vous conseille de faire en fin de vidéo, c'est pas le truc le plus optimisé, honnêtement. Il faudrait avoir un simple CTA. Mais je fais un peu un double CTA dans le sens où... j'ouvre une boucle à la fin de ma vidéo. Admettons, je t'ai appris comment écrire un script. Je t'apprends comment écrire un script durant toute la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais dire, ok, maintenant que tu sais écrire des vidéos excellentes, bah genre c'est très bien, c'est très mal formulé, hein. C'est très bien, mais par contre ta vidéo elle marchera pas si personne ne clique dessus. Donc
Je te conseille d'aller voir cette vidéo qui s'affiche juste ici pour apprendre comment faire une miniature et un titre qui font cliquer. Donc en gros, je crée des boucles parce que ce qui compte, c'est pas seulement le watch time, c'est même très peu le watch time par vidéo, c'est le watch time global de ta chaîne. Donc est-ce que quand un mec il vient sur ta chaîne, il consomme plusieurs vidéos ou il en regarde qu'une et il en regarde plus jamais? Donc j'aime bien, et c'est super important de faire ce type de CTA à la fin de la vidéo, essayer d'ouvrir une autre boucle de ok, bah va voir l'autre vidéo là. Et après, moi pour le peu de personnes qui restent, ok ouais, si t'as une agence, t'as un coach, un entrepreneur, tu veux qu'on analyse ta chaîne YouTube, n'hésite pas à réserver un petit call en description. Tu vois. Normalement, il faudrait simplifier la chose, mais au moins je renvoie et je permets à ceux qui sont pas encore assez chauds d'aller se réchauffer sur d'autres vidéos et consommer de plus en plus de contenu. Faites des CTA boucle ouverte à la fin de vos vidéos. Et en Et mettant juste après les 2 call to action, du coup, tu donnes la valeur du point culminant de la vidéo. Ah non, ouais, Tu non, mets non. tout à la fin, ces 2 call to action. Ouais, ceux-là, ils sont à la fin. Ok. Parce que Jordan Welch, du coup, il dit de mettre le call to action juste avant le point culminant où tu as la réponse finale, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Est-ce que Donc, du coup, je trouve intéressant de mettre les 2 juste avant le point culminant ou pas forcément? bah non, tu peux pas, du coup, aller voir la vidéo là, tu peux pas. Ça, c'est obligé d'être à la fin. Parce que bah, sinon, il va quitter la vidéo. Même, tu sais, ça s'affiche pas, c'est avec les écrans de fin. Donc, maintenant qu'on en parle, je pourrais optimiser le truc en mode un CTA, enfin book un call avant le point culminant et ensuite va voir ce type de vidéo. C'est à tester. En vrai, je me dis, ça peut être intéressant. Ouais, super intéressant. Ok, super. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a choqué chez Jordan Welch? Qui t'a surpris, que tu pensais pas et que t'as vu? Ouais, il est cool. Il est très cool. Il est très cool. Et j'en ai découvert plus sur moi, bizarrement, hein, j'en ai découvert plus sur moi, même en aspect psychologique, j'ai dû lui répéter 10 fois, ouais, excuse-moi pour mon anglais, je parle pas très bien anglais, donc des fois j'arrive à m'exprimer. Et toujours, il est là, non, mec, arrête, tu vois. Genre, tu parles très bien anglais, à te rassurer. Et c'est quelque chose qui se retranscrit dans plein d'autres aspects, tu vois. Donc, par exemple, dans mes premiers partenariats, non, je peux pas demander autant pour une vidéo, bah, je fais que ça, tu vois. Ou, ouais, non, mais en fait, je suis pas légitime à te parler de YouTube parce que, non, mais en fait, enfin, si, tu vois, au final. Donc, c'est toujours cet aspect confiance qui m'a surpris. Et quelque chose qui m'a pas forcément surpris, mais qui a validé le fait que simple, ça peut très bien marcher, c'est tout simplement son funnel en soi. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Comment je suis arrivé? Parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Comment je suis arrivé chez lui? Il a tout simplement, c'est pas sa chaîne principale, c'est une autre chaîne où il arrive, il te délivre de la valeur. Attention, évidemment que ça marche mieux que ça va marcher pour toi ou moi. Parce que ça reste Jordan Welch, on le voit sur la miniature, on le connaît déjà, il a déjà une brain. Mais les vidéos sont très simples, il commence dashboard stripe, boum boum, il parle de quelque chose. Moi je suis rentré chez lui parce que bah, c'était ma niche, donc je voulais aller prendre l'information au meilleur endroit pour pouvoir la retranscrire à mes élèves tout simplement. Donc tu rentres chez lui, le truc c'est, tu as regardé la vidéo. Dans la description de la vidéo, il y a une petite landing page avec actuellement... non, ça n'a pas recoupé, c'est bon. Avec actuellement une sorte de petite VSL, quelques témoignages. Boum, tu remplis un formulaire. Ok. Donc, formulaire est rempli. Une fois que c'est rempli, que tu es plus ou moins qualifié, tu as un setter qui va prendre contact avec toi sur WhatsApp. Si c'est du downsell, normalement, il va essayer de te closer par message. Moi, c'était une situation un peu différente. Je lui ai expliqué que je lui ai pas menti, tu vois, que je venais là pour prendre de l'information et tout, et que j'avais déjà des résultats YouTube, donc j'étais déjà... c'était une situation un petit peu différente, donc j'ai directement pris un appel de vente avec Jordan Welch, tu vois, j'étais choqué, je pensais pas que c'était lui, je suis arrivé, c'était lui. Donc on discute. Et c'est tout en fait, c'est tout. C'est vraiment tout. Il a vidéo, une landing page parce que lui, il a quand même beaucoup de trafic, donc le formulaire est nécessaire pour filtrer au maximum. Et après, réserve un call et c'est tout quoi. Il Ok. n'y a pas plus compliqué que ça. Et ils vendent des offres à 50 000 comme ça quoi. Un formulaire Tally ou un petit truc simple? Ouais, c'est ça, un Google Form simple. Et c'est vrai que j'ai teasé un truc au début de la vidéo, je viens de m'en rappeler. Et je viens de l'oublier. C'est fou, hein. Non, mais vis-à-vis de Jordan Welch. Ouais, son funnel, c'est apprentissage. Ouais, funnel. Ouais, je sais plus. Call, Google Doc, Loom. Je sais pas.
Si ça Ouais. te revient, tu le diras. Ouais. Euh... Oh merde, maintenant c'est moi qui me suis perdu. Temps mort, Ouais. temps mort. Tu Attends, auras mais- beaucoup de cuts dans ce podcast. non, mais c'est un enfer parce que je l'ai eu le truc, j'y ai pensé, je me suis dit, vas-y. Ouais. Bah, tu veux prendre 30 secondes maintenant qu'on cut pour y penser? Ouais. Oh, l'enfer. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est bon. Hello. Non, on est juste sur une pause de 30 secondes. C'est good. Du coup, tu montes en attendant. Bah, ça dépend si tu fais du bruit dans la cuisine. Enfin, vu qu'on parle encore. Mais c'est encore long ton truc? 20 minutes, je sais pas, 15. Sinon, tu reviens dans 15 minutes. Ouais. Parce que tu fais pas de bruit, sinon tu fermes. Je sais pas si ça va s'entendre. Non, pas si tu longes. Ouais, du coup, ouais, si tu peux faire vraiment le minimum de bruit, fermé. Ok, ça t'est revenu du coup? Ouais, ça m'est revenu. Ok. T'arrives vite à fermer la porte. Ok, bah je te laisse poursuivre. Ok. Donc, au début de l'épisode, je vous ai teasé un petit truc sur Jordan Welch, et c'est vrai que c'est quelque chose que ça m'a appris aussi, au final. Et c'est un petit peu contradictoire parce que ouais, il faut écouter les gens qui vous donnent des conseils, mais j'ai rec les calls évidemment. D'ailleurs, petit aparté, mais si vous prenez des calls avec ce genre de personnes, montrez que vous avez pris des calls avec ce genre de personnes. C'est pas pour rien que Mathis il a montré Hormozy, c'est pas pour rien qu'il a fait un podcast avec Tai Lopez, c'est pas pour rien que à chaque fois que on m'invite en podcast, je parle de Jordan Welch, que sur mon Insta il y a Jordan Welch, c'est parce que montrez-vous, faites de l'association avec ces figures. Bref, j'ai enregistré ce call et à un moment. Tu vois, j'étais en questionnement sur mon offre. Ok, est-ce que je dois mettre plus de done for you? Est-ce que je dois faire plus de done with you? Il m'a dit surtout, ne fais pas de done for you dans pour cet avatar-là. Ne fais pas de done for you, ça va être horrible. Ça va être très compliqué à faire. Et quelle était ma stupeur quand il y a un mois, il a lancé l'offre YouTube en done for you, tu vois. Donc au final, ce qui te dit à un instant T n'est pas forcément vrai à un instant T plus 6, tu vois. Donc toujours prendre quand même avec des pincettes et suivre un petit peu son instinct de temps en temps. Parce que si un mec qui te dit fais que du done with you et que 6 mois après il fait du done for you, c'est peut-être qu'il a changé d'avis là-dessus. Donc garde quand même ce que tu pensais en tête et essaye de faire des analyses par toi-même, de prendre des infos un peu à droite à gauche et tout simplement de tester au final parce que le meilleur moyen que j'aurais eu de savoir, c'est de directement tester, ok, si je mets plus de done for you, quels sont les résultats, quelle est ma marge, ok, quelle est ma LTV, plein de choses comme ça. Alors que là, ok, Jordan Welch, grosse figure d'autorité, il me dit fais surtout pas, donc je pars direct en done with you avec un petit peu de done for you, mais pas très poussé quoi. Donc c'était un petit peu ma stupeur en voyant qu'il avait switch de mentalité quoi. Tu penses qu'il a changé d'avis après avoir eu des observations, etc. ou qu'il a pas voulu te dire de faire done for you pour pas que tu prennes des parts de Non, marché? je pense que c'était sincère hein, quand il me l'a dit et puis lui il n'en faisait pas à ce moment-là. Enfin, pas très poussé. Il y avait toujours des audits de chaîne, etc. Mais pas très poussé. Et je pense qu'il a eu la même réalisation que moi en discutant avec le marché, c'est que les gens n'ont pas de temps pour YouTube, en tout cas ne pensent pas avoir de temps pour YouTube, ont peur de plein d'étapes, le montage, l'écriture, les choses comme ça, et qu'au final, en répondant à des attentes de marché, tu peux avoir une offre très bien. Et c'était surtout, je pense, un conseil, peut-être qu'il me donnerait encore le même conseil aujourd'hui, dans le sens où, ok, j'avais pas d'équipe autour de moi, donc ça peut être tuer l'oiseau dans le nid de partir directement avec un truc très difficile à délivrer. Donc peut-être que c'est ça. Après, c'est que des suppositions de qu'est-ce qu'il pensait réellement. Mais je sais pas pourquoi il m'a dit ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, il fait du done for you YouTube et il le vend très cher. Mais par contre, il va super sélectionner les gens avec qui il va travailler et il doit avoir une équipe béton derrière, j'imagine. Mhm. Ouais, c'est intéressant ce que tu as dit aussi sur la partie réputation et faire en sorte d'être apprécié aussi, de rester sympa et tout. Je trouve que
c'est tellement, enfin, c'est un peu négligé, mais il y a trop de, surtout dans le make money, des personnes qui veulent paraître sérieuses, clivantes, qui sont en mode, je suis pas là pour te faire plaisir, je suis là pour te faire gagner de l'argent, etc. Qui sont Mm. très terre à terre et tout, mais ça veut pas dire que tu peux pas aussi allier le côté authentique, sympa, etc. Mettre ton ego de côté et être juste ultra humain. Parce qu'au final, moi, ça m'a beaucoup apporté le fait de mettre mon ego de côté, d'être en mode, vas-y, je contacte les gens, je suis sympa, enfin, je souris, même je fais des blagues en appel et tout, Mm. un peu m'en fous, très, très humain, pas trop, pas tant business, casquette business. Et à l'inverse, ça m'avait vachement refroidi quand, il y a 1 ou 2 ans, j'ai contacté un infopreneur que je regardais un peu. Et je vais pas dire son nom, mais je lui ai demandé j'hésitais à faire un truc sur mon business qui était important pour moi. Je lui ai fait un vocal pour lui demander son avis ou de l'aide. Et il m'a répondu, je crois que je lui ai fait genre 2 vocaux de 40 secondes. Il a dit, ouais, je suis pas ta meuf avec tes longs vocaux et tout. Si tu veux me parler, rejoins l'accompagnement et puis là, t'auras accès à moi. Et genre, il Waouh. m'a envoyé bouler comme ça, tu vois. Et, et depuis, bah, du coup, j'ai pas envie de l'inviter sur mon podcast. Et ça ferme des portes alors que j'aurais pu être un réel potentiel client ou même on Mm. aurait pu être des contacts qui s'amènent beaucoup de choses, on est dans la même niche et tout. Aujourd'hui, tu vois, je lance ce podcast, Mhm. j'invite tous mes concurrents. J'en ai rien à foutre parce que je veux apporter de la valeur à mon audience aussi dans ces thématiques. Je sais que la personne, elle va aller chez la personne avec qui ça marche le mieux, etc. Et il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de frustration, de compétition, etc. C'est vraiment. Puis pareil, toi, t'as beaucoup cité Mathis Chloé, tu vois. Mathis, sur ses podcasts, il invite Tugan, The Valère, Théo Mm. Rossi, etc., qui pourraient être des concurrents, mais il s'en fout parce qu'il est là, il a confiance en ce qu'il propose et en sa valeur, quoi. C'est ça, être simple, naturel. T'as cité des personnes qui vont être très terre à terre ou en tout cas qui vont te foncer dedans. Bah, c'est bien, ça marche bien, mais parce que c'est leur personnalité. Le truc, le problème aujourd'hui, quand on veut se lancer un petit peu business, etc., ou même YouTube, c'est qu'on se dit, ok, ce mec, j'aime bien son contenu, j'aime bien ce qu'il fait, ça a l'air de marcher, bah, je vais répliquer ce qu'il fait. Et même dans la façon de parler, dans plein de choses comme ça, c'est le problème de vouloir copier par un manque de confiance. Alors c'est un travail à faire sur le long terme, mais c'est vrai que toujours essayer d'être parfait, au final, c'est pas ça qui marche. Tu vois. Et ça, c'est un travail que moi j'ai dû faire énormément vis-à-vis de mes contenus YouTube parce que je viens du short form à la base et sur du short form bah, je mets des intonations de fou, c'est très brut, très rapide, etc. Mais c'est pas forcément, tu vois, là quand on discute, je vais pas te parler comme si je faisais un short. Et quand je suis allé sur YouTube, bah, c'est du contenu un peu plus long, mais au début j'ai continué avec ces intonations à parler comme ça, donc ça fait pas naturel, t'as l'impression de regarder un short de 10 minutes, c'est trop bizarre. Donc je vous rassure, même quand t'as beaucoup d'abonnés, c'est des choses qui sont encore. Enfin, t'es toujours en train d'apprendre, t'es toujours en train d'évoluer. Donc, essayez un maximum d'être le plus naturel possible et ne pensez pas que parce que vous n'êtes pas la figure parfaite de l'entrepreneur, ben vous allez être mis hors catégorie. Tu vois, pendant longtemps, j'ai eu du mal à parler de ma chaîne de vape dans cette niche entrepreneuriale parce que c'est mal vu en soi, tu vois, un mec qui vape et tout, c'est bizarre, c'est pas le stéréotype de l'entrepreneur. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, je m'en fous. Pareil pour des podcasts, tu vois, je pourrais avoir certaines craintes. À un moment, je vais me dire, ok, bah, peut-être qu'il va me piéger sur certaines questions. Je vais pas pouvoir être honnête à certains moments. Je vais devoir mentir pour faire le mec qui entreprend et qui fait beaucoup d'argent et trucs. Au final, non, juste soyez honnête, tu vois. Moi, j'arrive, je réponds à toutes les questions avec honnêteté. Et si je sais pas quelque chose, je le dis. Mais ça, justement, ça va pas être un désavantage pour vous, ça va être un avantage. Parce que si tu t'essayes d'être parfait, ça se ressent. Tu vois. Personne n'est parfait. Quand Mm. j'entendais un mec, je regardais une vidéo d'un gars qui expliquait ça et qui faisait une analogie. Euh, c'est comme si tu es au bar avec un pote à toi et tu ressens que lorsqu'il parle, il essaye d'être parfait. Est-ce que tu vas connecter avec cette personne? Non. Alors que s'il est juste lui, naturel, qui lui dit ce qui lui passe par la tête, qui parle de manière normale, bah là, ok, ouais, tu vas connecter avec lui. Mais par contre, si t'as l'impression que ouais, il essaie de tout soit parfait, de paraître pour le mec le plus successful possible, bah, tu vas pas du tout connecter avec lui. Mm. Donc c'est à retranscrire aussi dans le contenu et arrêter d'avoir peur de vos faiblesses, tout simplement, parce que c'est au final des forces. Ouais, 100%. Il y a plein de personnes qui essayent la partie où tu as dit
de reprendre ce qui marche ou de refaire ce que fait la concurrence ou telle et telle personne, mais au fond, ça correspond pas à qui ils sont eux-mêmes. Mm. Et je trouve que ça se ressent direct, ça décrédibilise direct, et c'est pas attirant, alors qu'en fait, tu feras jamais faux si t'es toi-même. Je pense. Globalement, après, il y a évidemment des stratégies à appliquer, des trucs quand même concrets, mais être authentique, c'est la meilleure manière de te différencier parce que t'es toi, t'es unique, par définition. Et du coup, tu vas attirer les personnes qui sont comme toi. Alors qu'à moins que tu sois un gros connard et que t'as pas, enfin, tu vas attirer peu de gens en étant un connard et encore, parce que tu peux être polarisant, tu vois, pareil, des Alexis Chance, Andrew Tate et tout, dans le tu préfères du début de la vidéo, qui sont très clivants, mais qui à la fois on développe de l'attache par ce personnage, mais ils sont comme ça, je pense, dans la vie de tous les jours. C'est Et ça. du coup, faut pas essayer d'être un Andrew Tate si t'es pas un mec comme ça, quoi. C'est ça. Après, je sais que les gens qui nous écoutent n'ont pas envie du conseil soyez authentique, puisque c'est vu et revu, etc. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec vos, vos désavantages, vous pouvez vous créer un personnage, mais qui est quand même lié à ce que vous êtes. Évidemment que même là en podcast, même dès qu'il y a une caméra, même avec mes parents, tu vois, je vais avoir un comportement un petit peu différent que par exemple avec mes meilleurs potes, etc. On a plein de façons de personnages dans notre vie, dans notre propre vie. Quand tu es tout seul chez toi, tu es un petit peu différent que quand tu es en public avec du monde, etc. Donc vous pouvez vous créer ça sur YouTube. Je lisais une newsletter de Ali Abdaal, donc un youtubeur américain bien connu. Chaud. Bah, tu vois, il parlait de pourquoi il porte des lunettes encore dans ses vidéos alors qu'il a fait l'opération des yeux. C'est juste que ces lunettes, c'est un petit peu comme mettre le masque de Batman. En fait, il devient le personnage qui est cool, qui est à l'aise à la caméra, etc. Alors que c'est pas du tout le cas dans sa vie normale. Tu peux te créer un truc comme ça. Et ça, tu le déclenches en créant une habitude à chaque fois. Avant chaque vidéo, personnellement, je me bois un café, j'écoute de la musique, je rentre dans le mood. Donc lui, ça peut être, il met ok sa paire de lunettes. Moi, ça peut être ok, je vais allumer ma light, je vais mettre ma caméra. Je rentre dans le mood, tu vois. Ok, c'est intéressant. Donc tu as, admettons, la grande bulle de l'authenticité qui est toi-même, et en toi, tu as plusieurs petits personnages que tu peux activer. L'idée, c'est pas de sortir de cette bulle et d'être quelqu'un que tu n'es pas, mais tu restes dans tes... Tu peux mettre différentes casquettes, quoi. Ouais. Très bien résumé, ouais. Carrément. Ok, Carrément. merci. Tu t'occupes des analogies, je m'occupe de Ouais, des résumés. on fait ça. Il y a un truc à lancer, hein. Ouais, on fait 1000 podcasts, analogies, résumés. Ah, franchement, Paul, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Où tu te vois là dans les 2, 3 prochaines années? Tu vas le faire quoi de beau dans ce futur proche? Franchement, changer la vie, c'est bateau, c'est bullshit. Bon, déjà moi personnellement, beaucoup d'argent, important, beaucoup d'argent, mais en étant aligné et heureux avec moi-même. Euh, et surtout, en vrai, faire découvrir ce putain de YouTube à beaucoup plus de personnes et montrer que c'est possible à beaucoup plus de personnes et faire construire ce patrimoine immobilier digital à beaucoup plus de personnes. C'est vraiment... Parce que je suis passé par là, ça m'a rendu fou de passer pour un vendeur de tapis à faire du setting. Je faisais pas de setting, ça me rend dingue. Créer du contenu court, ouais, j'aime bien, mais au bout d'un moment, t'es toujours dans... C'est un peu le hamster qui court dans sa roue, t'es toujours dans le toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mhm. Et juste YouTube, en fait, ça te met une pérennité. Et tu sais quoi, même si pendant un mois ça va pas, t'as un truc, et bah t'as toujours des leads qui viennent. Donc, juste développer ça et devenir beaucoup plus chaud sur YouTube, hein, j'espère. J'ai encore plein de choses à apprendre là-dessus. Donc développer les compétences à fond là-dessus. Et pour reclôturer avec ce que j'ai dit en ouverture, refaire plus d'argent, c'est important. Tu veux faire beaucoup d'argent, petite parenthèse, est-ce que tu fais partie des personnes qui aimeraient gagner au loto ou Non, qui... pas du tout. Non, ouais, c'est ça. Pas du tout. Ça me rendrait dingue. Ouais, je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions existentielles, vraiment très souvent. Je dis mais pourquoi ça? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi il y a un ordinateur? C'est quoi? Je regarde les étoiles, les trucs comme ça. Et tu vois, ce qui me motive, c'est justement ce parcours d'avancer, de faire des appels, de prendre des trucs, d'avoir des phases où, ok, c'est la merde, tu vois, il y a pas longtemps, pas la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, j'étais complètement en down, j'étais plus productif, etc. Juste me poser, me dire, ok, je fais ce plan, je vais mettre ça en place, je réavance et tout. Et au final, cette phase de down, elle était trop bien parce qu'elle était super productive. Enfin, elle était super productive sur du long terme, vu la productivité que j'ai eue après. Donc non, j'aimerais pas gagner au loto parce que, bah, en fait, j'ai plus
la satisfaction de le faire moi, tu vois, et la fierté de le faire moi. Je te jure. Bah, je pense que je vais le demander à plusieurs entrepreneurs parce que c'est une théorie que j'ai. Je me dis, je pense 95% des entrepreneurs diraient la même chose. Mais moi, par exemple, quand je le dis à mes potes, que j'aurais pas envie de gagner au loto, que j'ai envie de mériter cet argent, que je me sentirais. C'est trop facile, le jeu il est fini, tu vois. Genre, Ouais. t'as eu de l'argent alors que t'as pas bossé pour, t'es pas passé par tous les challenges de l'entrepreneuriat et tout. Et enfin, du fait de faire de l'argent. Et du coup, ouais, je me demande, bah, t'es le premier à qui je demande. Et je pense que ça peut marcher dans ma théorie. Mais Ouais, c'est ça. pas de Après, loto tu pour le peux, coup. j'imagine, j'ai pas gagné au loto, mais j'imagine que tu peux gagner au loto. Si tu entreprends déjà, que tu as déjà des business qui fonctionnent un petit peu, que tu gagnes au loto, bah ça va juste te propulser à un stade différent. Et je pense que tu peux encore t'amuser, tu vois, à créer des gros trucs, Mhm. etc. Ça dépend combien tu gagnes. Mais on va dire un mode de vie lambda où si moi aujourd'hui je gagne au loto, bah, je serais dégoûté. Parce que j'ai pas les compétences pour gérer un business à 100 millions d'euros, tu vois, par exemple. Ouais. Donc ça aurait pas de... Enfin, puis j'ai pas encore le bon mindset, enfin, ouah, le mot horrible. J'ai pas encore le bon état d'esprit pour avoir cet argent. Si je l'ai pas aujourd'hui, si aujourd'hui je suis au niveau de revenu auquel je suis, c'est que c'est ce que je mérite actuellement. Je mérite pas d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. 100%. C'est pour Faut ça le que mériter. j'ai zéro regret de pas avoir mis du Bitcoin en 2015 ou ce genre de trucs parce que tu Ouais. attires des sommes d'argent qui sont trop grandes par rapport à tes compétences et ta capacité à faire de l'argent. Mm. Et moi, je trouve intéressant. Au début, je me disais, ah, mais peut-être que dans tel et tel business, il y a des gens qui font direct des millions à des très jeunes âges et tout, mais tu deviens pas une personne capable de faire cet argent-là par la suite et tout. Enfin, c'est un peu trop Mm. facile. Ouais, je Après, faut vois. pas tomber dans l'autre piège parce que moi j'avais peur. J'étais en mode ça paraît trop beau pour être vrai de gagner telle et telle somme d'argent. Et du coup, Mhm. je restais dans ma zone de confort de je gagne ça et croyance limitante. Donc, faut un entre-deux. Mais je trouve cool ce côté progression et gagner de l'argent et être à la hauteur de ce que tu gagnes. Ouais, 100%. 100%. Paul, est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver pour avoir encore plus de valeur YouTube? Bah, sur YouTube, évidemment. Paul Fromont sur YouTube. Si vous voulez discuter avec moi, envoyez-moi un message sur Insta, hein, Paul Fromont 66, un truc comme ça. Je t'enverrai les liens, c'était chaud à les mettre. Ouais. Donc ouais, Insta, YouTube, c'est principalement ça. J'ai un LinkedIn, j'ai des choses comme ça si vous voulez, mais je suis pas actif dessus, donc ouais, tout simplement. Mais YouTube pour aller avoir de la valeur. Je mettrai pour booker un call, Instagram, YouTube, tout ce que vous voulez. Merci beaucoup, Paul. C'était un plaisir. Merci à toi. On te retrouvera très vite aussi dans mon accompagnement et, Yes. et vice-versa sûrement. Ouais. Merci beaucoup, c'était top. À très vite. Ciao, ciao. Merci à toi.